L'an 1200, les sables mouvants du pouvoir, l'année est 1200. L'Afrique de l'Ouest est en pleine mutation. De grands événements se produisent à travers le pays. Pendant de nombreuses années, un royaume puissant régnait sur le commerce et le pouvoir. Ce royaume était réputé pour son contrôle, sa richesse et son habileté à diriger son peuple. Mais aujourd'hui, il commence à s'effondrer. Les villes autrefois animées sont désormais calmes. Les routes, autrefois bondées de voyageurs et de marchandises, sont désertes. Les gens qui se sentaient autrefois en sécurité ressentent désormais peur et confusion. Quelque chose de nouveau arrive, mais personne ne sait encore ce que c'est. Ce royaume s'appelait Ghana. Son peuple l'appelait Ouagadougou. Son origine remonte à plusieurs siècles. Il est devenu puissant non pas grâce à ses réserves d'or ou de sel, mais parce qu'il contrôlait le commerce entre ceux qui en possédaient. Au nord, il y avait des déserts salés. Au sud, des forêts aurifères. Le Ghana se trouvait au milieu. Tout commerçant souhaitant transporter des marchandises devait transiter par le territoire ghanéen. Il payait des impôts. Il suivait les règles du royaume et il contribuait à l'enrichissement du roi. Le roi vivait dans une grande ville appelée Kumbi-Saleh. Cette ville était divisée en deux parties. L'une était réservée aux marchands musulmans venus du nord, l'autre aux habitants et à la cour du roi. Le palais du roi était vaste et rempli de soldats. On le disait magnifique, avec ses chevaux habillés d'or et ses chiens au collier d'argent. Le royaume était intelligent. Il laissait chacun suivre ses propres coutumes à condition de payer les impôts et de maintenir la paix. C'est ce qui a fait la force du royaume pendant longtemps. Mais même le royaume le plus puissant peut tomber. De nouveaux dangers commencèrent à surgir. Un groupe appelé les Almoravides arriva du nord. Ils prétendaient vouloir propager leur religion. Mais ils aspiraient aussi à la terre, au pouvoir et à l'or. En 1076, ils attaquèrent et prirent Kumbi-Saleh. La ville tomba, mais le royaume ne disparut pas immédiatement. Pourtant, quelque chose d'important avait changé. Le mode de gouvernement pacifique, l'équilibre entre les cultures, les impôts intelligents, tout commença à se dégrader. Parallèlement, le temps changeait. La terre devenait plus sèche, les pluies se faisaient plus rares, les agriculteurs ne pouvaient plus cultiver, les animaux manquaient d'herbe, les populations commencèrent à se déplacer pour trouver de meilleurs endroits. Cela provoqua des conflits entre des groupes autrefois voisins. Certains voulaient des terres, d'autres de l'eau. Les difficultés augmentèrent et les réponses se firent plus rares. Le commerce commença également à se développer. Les marchands trouvèrent de nouvelles routes qui ne traversaient pas l'ancien royaume. De nouvelles villes et de nouveaux chefs apparurent ailleurs. Certains de ces chefs étaient issus de petits groupes. D'autres étaient de puissants guerriers. Chacun espérait prendre la place du Ghana. Mais aucun n'était encore prêt. Parmi ces nouveaux groupes, l'un allait bientôt prendre de l'importance. Dans un pays paisible, loin des grands marchés, vivaient les Mandingues. Ils n'avaient pas de grande armée. Ils ne contrôlaient ni l'or ni le sel. Mais ils étaient intelligents. Ils avaient appris en observant l'ascension et la chute des autres. Ils préservaient leurs traditions. Ils respectaient le savoir, la famille et la paix. Ce petit groupe allait devenir quelque chose de bien plus grand. Avec le temps, il dirigerait un nouvel empire. Mais cette histoire n'avait pas encore commencé. En l'an 1200, tout était encore en pleine mutation. Le pays était comme du sable au vent. Les anciennes puissances s'affaiblissaient, de nouvelles émergeaient. Les routes étaient désertes, mais pleines d'espoir. Les villes étaient détruites, mais attendaient d'être reconstruites. Les gens cherchaient sécurité, nourriture et leadership. Ils étaient prêts à suivre quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourrait leur apporter paix et force. C'est ici que l'histoire commence. Non pas avec une couronne ou une bataille, mais avec le silence, avec le changement, avec une époque où personne ne savait ce qui allait se passer. C'est l'histoire de la fin d'un monde et de la naissance d'un autre. Et tout a commencé dans les sables mouvants du pouvoir, sel et or. L'élément vital de l'Empire, le sel et l'or étaient autrefois les deux biens les plus importants en Afrique de l'Ouest.
Ils ont contribué à la construction de grands royaumes. Sans sel et sans or, il n'y aurait pas d'empire, pas de ville ni de commerce. Les gens ne voulaient pas seulement du sel et de l'or, ils en avaient besoin. Le sel était utilisé pour l'alimentation et la santé. L'or était utilisé pour le commerce et la richesse. Ensemble, ils ont contribué à créer le pouvoir, la paix et le progrès. Au nord, il y avait un grand désert appelé le Sahara. Il y faisait très chaud et sec. Il n'y avait ni arbres, ni rivières, ni fermes. Mais profondément sous le sable, on trouvait des endroits où l'on pouvait trouver du sel. Le sel était comme un trésor. Dans le désert, les gens creusaient le sol et en extrayaient de gros blocs. Ces blocs étaient lourds, mais leur valeur était considérable. Le sel préservait la nourriture de la pourriture et aidait à rester en bonne santé. Il était si précieux qu'on l'échangeait comme de l'argent. Au sud, il y avait des forêts et des rivières. La terre était verte et on pouvait cultiver et pêcher. Dans les collines et près des rivières, on trouvait de l'or. L'or provenait de la terre en petits morceaux. On le trouvait avec des outils simples. On le lavait dans le lit des rivières ou on le creusait dans le sol. L'or était brillant et magnifique. On aimait le porter, l'échanger et le conserver. Mais les habitants du sud n'avaient pas de sel. Les habitants du nord n'avaient pas d'or. Ils avaient besoin les uns des autres. La terre entre le désert et les forêts s'appelle le Sahel. Aride, elle n'est pas déserte. C'est devenu le lieu de rencontre du sel et de l'or. Les commerçants apportaient du sel du nord et de l'or du sud. Ils se rencontraient au Sahel pour échanger des marchandises. Ils utilisaient des chameaux pour transporter le sel à travers le désert et des ânes et des bateaux pour transporter l'or à travers les forêts et les rivières. Le voyage était long et dangereux. Il y avait des tempêtes de sable, des animaux sauvages et des voleurs, mais le commerce était si lucratif que les gens prenaient des risques. Ce commerce apportait bien plus que du sel et de l'or. Il rassemblait les peuples. Il apportait de nouvelles idées, de nouvelles langues et de nouvelles coutumes. Les gens commencèrent à bâtir des villes le long des routes commerciales. Les marchés se développèrent. Des dirigeants accédèrent au pouvoir. Ces dirigeants édictèrent des règles, maintinrent la paix et protégèrent les commerçants. Ils prélevaient de faibles taxes sur chaque vente. Ces taxes les enrichirent. Ils utilisèrent cet argent pour construire des maisons, former des soldats et financer des écoles. Le commerce créa plus que de la richesse. Il créa la civilisation. Les gens n'utilisaient pas de pièces de monnaie. Ils utilisaient plutôt des blocs de sel, de la poussière d'or, des tissus et des coquillages cauris pour commercer. Les commerçants pesaient la poussière d'or avec de petites balances. Le sel pouvait être brisé en morceaux plus petits. Les coquillages cauris provenaient de la mer et étaient utilisés comme des pièces de monnaie. Chaque région utilisait ce qu'elle avait à disposition. Les commerçants apprirent à utiliser de nombreuses formes de monnaie, ce qui contribua à l'essor du commerce. La puissance d'un royaume dépendait de son contrôle sur le commerce du sel et de l'or. Plus il possédait de routes commerciales, plus il devenait puissant. Les rois levaient des armées pour surveiller les routes, construisaient des aires de repos et des puits pour les voyageurs et assuraient la sécurité des marchés. Lorsque le commerce était florissant, le royaume était riche et puissant. Lorsque le commerce était bloqué, tout s'affaiblissait. Les gens ne faisaient pas seulement le commerce du sel et de l'or. Ils échangeaient aussi de la nourriture, des tissus, du fer et des animaux. Mais le sel et l'or étaient toujours les plus recherchés. Ces deux biens ont contribué à bâtir les plus grands empires de l'histoire africaine. Ils ont donné aux gens une raison de voyager, de discuter et de se faire confiance. Le sel et l'or reliaient le désert à la forêt, le nord au sud et les étrangers à leurs amis. Ce système a perduré pendant de nombreuses années. Il a rendu certaines villes célèbres à travers le monde. Il a donné naissance à des rois et des reines. Il a ouvert la voie à l'apprentissage, à l'art et à la musique. Il a démontré que les hommes pouvaient accomplir de grandes choses sans guerre. Il leur fallait simplement quelque chose à partager. Le sel et l'or n'étaient pas seulement des objets à vendre. Ils étaient le moteur de l'Empire. Ils faisaient battre le cœur de l'Afrique avec force. Le génie de l'administration ghanéenne, l'ancien royaume du Ghana fut l'un des premiers empires puissants d'Afrique de l'Ouest.
Sa puissance ne s'expliquait pas par sa richesse en or ou en sel, elle était due à son intelligence. Les dirigeants ghanéens savaient organiser leur peuple, collecter des fonds et maintenir la paix. Leur système de gouvernement était fort, juste et flexible. Cela a permis au Ghana de s'enrichir et de perdurer de nombreuses années. Les rois du Ghana contrôlaient le commerce entre le désert du Nord et les forêts du Sud. Ils n'exploitaient pas l'or ni le sel, mais ils contrôlaient les routes empruntées par les commerçants. Chaque commerçant qui traversait le royaume devait payer une taxe. Il payait une taxe à l'entrée et une autre à la sortie. Ce système fiscal a enrichi le roi, mais il a également assuré la sécurité des routes, la propreté des marchés et la paix des villes. La capitale du Ghana s'appelait Kumbi-Saleh. Cette ville était divisée en deux parties. L'une était réservée aux commerçants musulmans du Nord. Ils avaient leurs mosquées, leurs maisons et leurs marchés. L'autre partie était réservée à la population locale et à la famille royale. Cette partie abritait le palais du roi, des soldats et des bureaux gouvernementaux. Les deux parties de la ville travaillaient ensemble et se respectaient mutuellement. C'est ainsi que la ville est restée paisible et animée par le commerce. Le roi du Ghana avait de nombreux assistants. Ces assistants travaillaient dans différentes régions du royaume. Certains collectaient les impôts, d'autres surveillaient les routes, d'autres encore travaillaient sur les marchés ou tenaient les registres. Le royaume était divisé en zones plus petites, chacune ayant un chef local. Ces chefs étaient appelés gouverneurs. Ils envoyaient des cadeaux et de l'argent au roi. En retour, le roi les protégeait et les aidait en cas de problème. Une idée astucieuse du système ghanéen résidait dans la collecte du tribut. Le tribut est une sorte de don ou d'impôt que les petites villes versaient au roi. Mais le roi ne demandait pas le même montant à tous. Si une région connaissait une mauvaise année, comme une sécheresse ou une guerre, elle payait moins. Si elle connaissait une bonne année, elle payait davantage. Cela donnait aux habitants le sentiment que le roi était juste et contribuait également à mettre fin aux conflits et aux rébellions. L'armée ghanéenne n'était pas nombreuse, mais elle était rapide et intelligente. Les soldats pouvaient se déplacer rapidement à travers le pays. Ils surveillaient les routes et aidaient les commerçants. En cas de danger, ils envoyaient des messages et agissaient promptement. De nombreux endroits abritaient des forts spéciaux. Ces bâtiments robustes abritaient de la nourriture, de l'eau et des armes. En cas de problème, les habitants pouvaient s'y réfugier pour se mettre à l'abri. Le gouvernement a également instauré de bonnes règles commerciales. Les biens coûteux comme l'or et l'ivoire étaient soumis à de faibles taxes. Les biens bon marché comme les céréales ou les pots en argile étaient soumis à des taxes élevées. Cela permettait d'éviter que les routes ne soient encombrées de marchandises trop lourdes. Cela contribuait également à accroître les revenus du royaume. Les commerçants étrangers devaient payer plus d'impôts que les locaux, mais ils bénéficiaient également d'une protection. Ils étaient heureux de payer, car ils savaient que leurs marchandises étaient en sécurité. L'argent était utilisé de multiples façons. On pesait la poussière d'or à l'aide de petits outils. Les blocs de sel étaient utilisés comme pièces de monnaie. Les commerçants utilisaient également des coquillages coris pêchés dans la mer. Le gouvernement savait comment aider les gens à utiliser toutes ces formes de monnaie. Cela facilitait le commerce pour tous et donnait également plus de contrôle au roi. Le roi du Ghana utilisait également le mariage pour instaurer la paix. Il épousait des femmes d'autres régions, ses filles épousaient des chefs d'autres villes. Cela créait des liens familiaux forts, contribuant ainsi au maintien de la paix dans tout le pays. Il était plus difficile de combattre quelqu'un qui faisait partie de sa famille. Le Ghana n'était pas seulement riche, il était intelligent. Ses dirigeants savaient gouverner un peuple nombreux. Ils savaient utiliser le commerce, les règles et la famille pour préserver la prospérité du pays. Leurs idées étaient si brillantes que les royaumes ultérieurs les ont copiées. La grandeur du Ghana ne résidait pas seulement dans son or, elle résidait dans sa façon de gouverner. C'était là le véritable génie de l'administration ghanéenne. La foi et le feu. La chute du Ghana, le royaume du Ghana était autrefois fort, riche et respecté. Pendant de nombreuses années, il contrôlait le commerce et collectait les impôts. Il maintenait la paix sur un vaste territoire. Les habitants vivaient en sécurité. Les commerçants venaient de loin.
Le roi possédait de l'or, des soldats et des assistants avisés. Mais même les royaumes forts peuvent s'effondrer. Le Ghana commença à faire face à de graves problèmes, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Lentement, le grand royaume commença à se désagréger. L'un des changements les plus marquants est venu du nord. Dans les déserts, de nouveaux dirigeants aux convictions fortes ont émergé. Ils appartenaient à un groupe appelé les Almoravides. Ces gens pratiquaient l'islam et souhaitaient que tout le monde partage leurs convictions. Au début, ils ne cherchaient qu'à propager leur foi. Mais ensuite, ils ont aussi convoité le pouvoir, l'or et la terre. Ils ont observé le Ghana et y ont vu un royaume riche. Ils ont cru qu'il était de leur devoir de s'en emparer. En 1076, les Almoravides attaquèrent le Ghana. Leur armée traversa le désert avec armes, chevaux et chefs forts. Ils atteignirent la capitale, Kombi Saleh. Après des combats, ils prirent le contrôle du pays. Mais ils ne restèrent pas longtemps. Ils partirent après un certain temps, et le Ghana tenta de poursuivre sa route. Pourtant, tout avait changé. Le mal était fait. Le Ghana ne fut plus jamais le même. Avant l'attaque, le Ghana avait trouvé un équilibre. Le roi respectait les croyances traditionnelles, mais il accueillait favorablement les commerçants musulmans. Il laissait les gens prier à leur manière. Les villes possédaient des mosquées et des sanctuaires. Personne n'était contraint de changer. Cela facilitait le commerce. Des gens de partout venaient et se sentaient les bienvenus. Les Almoravides ont rompu cet équilibre. Ils voulaient des lois islamiques pour tous. Certains étaient d'accord, d'autres non. Cela a donné lieu à des conflits entre familles, villes et dirigeants. Le royaume commença à se diviser. Certains dirigeants se rapprochaient des Almoravides. D'autres refusaient leur domination. La paix que le Ghana avait bâtie pendant des années avait disparu. La population commença à se sentir en danger. La confiance se perdit. Le commerce ralentit. Les caravanes empruntèrent de nouvelles routes. Les marchands refusèrent de courir le danger. Les marchés se calmèrent. L'argent cessa de circuler. Le royaume s'affaiblit. Parallèlement, la nature a également apporté son lot de problèmes. Les pluies n'ont pas été aussi nombreuses qu'avant. Les fermes se sont asséchées, les récoltes ont été mauvaises, les animaux n'avaient plus d'herbe. Les gens se sont déplacés pour trouver de l'eau et de la nourriture. Les villes se sont disputées les puits et les rivières. Il y avait trop de monde à certains endroits et pas assez de nourriture. La faim et la soif ont rendu la vie difficile. Les gens ont perdu espoir. Certains ont quitté le Ghana. D'autres ont perdu confiance en leurs dirigeants. À mesure que la population s'éloignait, le gouvernement s'affaiblissait. Les gouverneurs ne pouvaient plus percevoir les impôts. Les soldats n'avaient ni nourriture ni solde. Les routes étaient dangereuses. Des bandits s'emparaient de certaines zones. Le commerce devenait trop dangereux. Sans commerce, le Ghana perdait son pouvoir. Sans pouvoir, il ne pouvait plus maintenir l'ordre. De petits groupes commencèrent à gouverner seuls. Le roi était toujours là, mais sa voix n'était plus aussi forte. De nouveaux royaumes commencèrent à se développer. Ils tirèrent les leçons des succès et des erreurs du Ghana. Certains souhaitaient reconstruire les anciennes méthodes, d'autres avaient de nouvelles idées. Ils commencèrent à l'ouest, à l'est et au sud. Chacun espérait devenir le prochain grand empire. Mais tous s'élevèrent parce que le Ghana était tombé. Le Ghana ne s'est pas effondré en un jour. Tout s'est déroulé lentement, comme une bougie qui s'éteint. D'abord, le feu de l'invasion, puis le vent du changement, puis le silence de la faim et de la peur. Finalement, la grande lumière qui guidait autrefois l'Afrique de l'Ouest s'est estompée. Mais son histoire n'a pas été oubliée. Ses systèmes, ses routes et ses lois ont perduré. Le prochain grand royaume s'inspirerait de l'exemple du Ghana pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. La chute du Ghana fut une époque de foi et de feu. Une époque où foi et combat allaient de pair. Une époque où les gens se posaient des questions difficiles. Qui devait diriger? Quelle est la bonne façon de vivre? Que se passe-t-il lorsque la paix est rompue? Les réponses n'étaient pas faciles, mais elles ont ouvert la voie à une nouvelle histoire. Une histoire qui allait bientôt changer toute l'Afrique. L'essor des États successeurs. Après la chute du Ghana, l'Afrique de l'Ouest a changé. L'ancien royaume n'était plus puissant.
Ses dirigeants ont perdu le pouvoir. Ces villes n'étaient plus peuplées. Mais les gens n'ont pas cessé de vivre. Ils n'ont pas cessé de commercer. La vie a repris son cours. De nouveaux dirigeants ont émergé. De nouveaux groupes ont pris le pouvoir. Ce sont les États successeurs. Ils venaient de partout. Ils avaient des idées différentes, mais tous aspiraient à la même chose, le pouvoir, la terre et le contrôle du commerce. À l'ouest, un groupe appelé Takrur devint puissant. Ils vivaient près du fleuve Sénégal. Ce fleuve leur facilitait le commerce avec le nord. Ils possédaient des fermes, du bétail et du sel. Ils furent également parmi les premiers à adopter l'islam, ce qui leur permit de se lier d'amitié avec des dirigeants d'Afrique du Nord. Les chefs Takrur étaient intelligents. Ils envoyaient des messages, concluaient des accords et levaient des armées. Ils voyaient ce qui était arrivé au Ghana et voulaient devenir meilleurs et plus forts. À l'est, un autre groupe se développait. On les appelait les Songhaïs. Ils vivaient autour de la ville de Gao, près du fleuve Niger. Ce fleuve était vaste et débordant de vie. On pouvait y naviguer en bateau. On y pêchait, on y cultivait et on y commerçait. Les Songhaïs utilisaient le fleuve pour s'enrichir. Ils construisaient des bateaux solides. Ils formaient leurs soldats. Ils apprirent à se battre sur terre et sur l'eau. Gao devint une ville importante. Les Songhaïs étaient patients. Ils attendaient le bon moment pour se développer. Mais le groupe le plus dangereux venait du sud. On les appelait les Soso. Leur roi était Soumanguru. Il n'était pas comme les autres. Il ne voulait pas la paix. Il voulait la guerre. Il ne faisait pas de pacte. Il prenait ce qu'il voulait. Son armée était forte et cruelle. Ses armes étaient en fer fin. Les gens le craignaient. Il n'adhérait pas à l'islam. Il suivait les anciennes traditions et utilisait la peur pour contrôler les gens. Soumanguru et les Soso attaquèrent de nombreux endroits. Ils s'emparèrent de villes, de terres et d'or. Ils exigèrent de lourdes taxes. Ils punirent ceux qui refusèrent. Ils destituèrent les chefs locaux. Ils mirent leurs propres hommes au pouvoir. Les gens ne pouvaient plus suivre leurs coutumes. Ils devaient se conformer aux règles des Soso. La vie sous les Soso était dure. Les gens étaient en colère et effrayés. Beaucoup voulaient riposter, mais seuls ils n'avaient aucun pouvoir. Au même moment, de petits royaumes tentaient de survivre. Certains étaient d'anciennes villes de l'époque ghanéenne. D'autres étaient des lieux nouveaux. Ils observaient la situation. Ils voyaient que le commerce était toujours important. Ils voyaient que des armées puissantes pouvaient conquérir des terres. Mais ils voyaient aussi que la peur seule ne suffisait pas à maintenir la paix. Ces royaumes commencèrent à réfléchir. Ils commencèrent à planifier. Ils se demandèrent « Quel genre de pouvoir voulons-nous » L'un de ces petits royaumes s'appelait Kangaba. Il n'était pas grand, il ne possédait pas beaucoup d'or, mais ses habitants étaient forts d'esprit. Ils se souvenaient du passé. Ils enseignaient à leurs enfants le respect, l'unité et la sagesse. Ils écoutaient les histoires des griots. Ils regardaient les autres royaumes s'élever et s'effondrer, et ils attendaient. La chute du Ghana ne marqua pas la fin. C'était un nouveau départ. Elle permit à d'autres de s'élever. Certains eurent recours à la peur, d'autres au commerce, d'autres encore à la foi. Mais tous s'inscrivaient dans un nouveau chapitre. Les routes étaient à nouveau ouvertes. Les vents du désert portaient de nouveaux noms. Les rivières coulaient avec de nouvelles marchandises. La terre était prête pour quelque chose de nouveau. Les États successeurs étaient comme des graines. Certains poussaient vite, mais mouraient vite. D'autres, au fil du temps, devenaient grands. L'Afrique de l'Ouest était en pleine mutation. Le monde observait. L'un d'eux allait bientôt changer l'histoire. Mais pour l'instant, la terre attendait, les peuples espéraient, et l'avenir de l'Afrique était à l'aube d'une nouvelle aube. Kanga-Gabar, un royaume dans l'ombre. Tandis que de nombreux royaumes se disputaient le pouvoir, un petit pays resta silencieux. On l'appelait Kanga Gabar, peu de gens le connaissaient. Il ne possédait pas une grande armée. Il ne contrôlait pas les mines d'or. Il n'était pas sur les principales routes commerciales. Mais au sein de ce petit royaume, quelque chose de spécial se développait. Les gens étaient forts de cœur, sages d'esprit et riches de culture. Kanga Gabar n'était pas encore célèbre,
mais il était prêt pour son heure. Les habitants de Kanga Gabar étaient appelés les Mandingail, vivaient entre forêts et rivières. Leurs terres étaient vertes et pleines de vie. Ils cultivaient la terre, élevaient des animaux et chassaient en forêt. Ils étaient proches de la nature et la respectaient. Ils travaillaient ensemble en paix. Chacun avait son rôle. Personne n'était laissé de côté. Leur maison était simple, mais leur cœur était rempli d'espoir. La société mandingue reposait sur les familles. Les grandes familles vivaient ensemble et s'entraidaient. Ces familles étaient regroupées en clans. Chaque clan avait un métier. Certains étaient agriculteurs, d'autres forgerons, d'autres encore travaillaient le cuir, d'autres encore étaient musiciens ou conteurs. Ces métiers se transmettaient de parents à enfants. Chaque clan était important. Chacun contribuait à la croissance du royaume. À sa manière, le forgeron s'occupait une place particulière dans le royaume. Il fabriquait des outils, des armes et du matériel agricole. On croyait qu'il possédait de la magie. Il pouvait transformer le feu et le métal en objets utiles à tous. Grioz les conteurs jouaient également un rôle important. Ils se souvenaient du passé. Ils racontaient des histoires de rois, de guerres, de paix et de famille. Ils enseignaient des leçons par leurs mots. Ils aidaient les gens à se connaître. À Kanga Gabar, chacun avait sa place. Même les femmes avaient de nombreux droits. Elles pouvaient posséder des terres, tenir des boutiques et faire du commerce. Certaines devenaient reines ou dirigeantes de leur foyer. Les mères et les grands-mères conseillaient les rois. Elles contribuaient au maintien de la paix entre les clans. Les filles apprenaient des compétences comme les garçons. Les femmes n'étaient pas mises à l'écart, elles étaient respectées et fortes. Le peuple mandingue suivait à la fois d'anciennes traditions et de nouvelles croyances. Il respectait les esprits de ses ancêtres. Il croyait en la nature et à sa puissance. Mais il accueillait aussi des commerçants et des voyageurs venus d'autres contrées. Certains de ces voyageurs apportaient islamo au lieu de se battre pour des raisons religieuses. Les mandingues ont choisi la paix. Ils ont écouté, appris et mélangé de nouvelles idées aux leurs. Leur mode de vie était ouvert et sage. Kanga Gabar ne possédait pas une grande armée, mais comptait de bons combattants. Ces guerriers étaient des chasseurs qui connaissaient bien le territoire. Ils utilisaient des arcs, des lances et de petits boucliers. Ils pouvaient se déplacer rapidement dans les forêts et les collines. Ils ne combattaient pas pour conquérir des terres, mais uniquement pour protéger leur peuple. Ils s'entraînaient en silence et attendaient le bon moment. Leur force ne résidait pas dans le nombre, mais dans l'unité et l'habileté. Les dirigeants de Kanga Gabar gouvernaient avec prudence. Ils écoutaient leur peuple. Ils prenaient leurs décisions avec l'aide des anciens et des sages. Ils n'exigeaient pas trop. Ils laissaient le temps aux familles de cultiver, d'élever leurs enfants et de vivre en paix. Ils étaient convaincus qu'un bon roi servait son peuple, et non l'inverse. Tandis que les grands royaumes s'occupaient de guerre et d'or, Kanga Gabar se concentrait sur son peuple. Il se tenait à l'écart des ennuis, mais veillait toujours. Il apprenait des erreurs des autres. Il grandissait lentement, comme une petite plante à l'ombre. Mais il était fort intérieurement. Ses racines étaient profondes. Son peuple était prêt. Et bientôt le monde entendrait son nom. Kanga Gabar était peu. Être un royaume caché dans l'ombre, mais il n'était pas faible. Il attendait. Dans son silence, il trouvait la sagesse. Dans sa paix, il trouvait la force. Dans son peuple, il trouvait la grandeur. L'ère de Kanga Gabar arrivait. Et avec elle, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique allait commencer. Exil et éveil. Sundiata fut contraint de quitter son foyer. Le roi Soso Soumanguru avait pris le contrôle de Kanga Gabar. Sundiata, sa mère et quelques fidèles durent fuir. Ils laissèrent derrière eux leurs terres, leurs amis et leur passé. Ce fut le début de l'exil. Ils marchèrent loin, traversant rivières, forêts et plaines arides. Ils cherchèrent des refuges. Ils frappèrent à de nombreuses portes. Certains les accueillirent, d'autres les repoussèrent. Mais Sundiata ne s'arrêta pas. Il n'était plus un prince avec un palais. Il était un voyageur, un apprenant et un chef silencieux. En exil, Sundiata commença à explorer le monde. Il rencontra des gens de nombreux pays. Il écouta leurs histoires.
il s'enquit de leur vie. Il constata que de nombreux royaumes craignaient Soumangourou. Les gens payaient des impôts élevés. Ils ne pouvaient pas suivre leurs propres coutumes. Leurs enfants grandissaient dans la peur. Les marchés étaient calmes. Les routes étaient désertes. Les sourires avaient disparu. Soundjata voyait la douleur partout. Mais il voyait aussi autre chose, l'espoir. Partout où Soundjata allait, les gens le respectaient. Il ne criait pas, il ne menaçait pas. Il parlait calmement, il aidait quand il le pouvait. Il partageait la nourriture, il donnait des conseils. Il apprenait les noms, il se souvenait des visages. Peu à peu, les dirigeants commencèrent à lui faire confiance. Les chefs l'invitaient à prendre la parole. Les anciens écoutaient ses idées. Il était encore jeune, mais ses paroles avaient du poids. Il n'était pas roi, mais les gens voyaient son cœur. Au fil du temps, Soundjata a tissé des liens d'amitié. Ce n'étaient pas que des mots, c'étaient des liens. Il faisait des promesses et les tenait. Il aidait les petits villages à résoudre leurs problèmes. Il mettait fin aux disputes entre voisins. Il prouvait que la paix valait mieux que la peur. On commença à lui demander « Nous aideras-tu à lutter contre les Sosos ?» Au début, il disait que le moment n'était pas venu. Mais au fond de lui, il attendait et planifiait. Durant les sombres temps de l'exil, Soundjata devint plus fort. Il apprit à rassembler les gens. Il apprit que chaque tribu avait quelque chose de spécial. L'une avait des chevaux rapides, l'autre de braves archers. L'une avait des agriculteurs intelligents, une autre encore des orateurs éclairés. Il comprit que l'unité était la force, pas seulement des armées et des épées, mais des gens travaillant ensemble. Il commença également à comprendre le leadership sous un angle nouveau. Pour être roi, il faut servir, il faut écouter, il faut porter le poids des autres. Il ne s'agit pas d'or ou de gloire. Il s'agit d'apporter sécurité et espoir. Soundjata se souvenait de la bonté de son père. Il se souvenait de la force de sa mère dans les moments difficiles. Ces souvenirs devinrent son guide. Durant son exil, il rencontra également des maîtres. Certains lui enseignèrent les anciennes coutumes, d'autres lui firent partager de nouvelles idées. Il apprit les lois, la terre, l'eau et les récoltes. Il apprit à parler plusieurs langues, il apprit à écrire des lettres et à conclure des affaires. Il ne perdit pas de temps. Chaque jour, il gagnait en sagesse. Il devint plus qu'un prince. Il devint un bâtisseur de rêves. Au fil des années, Soundjata constata que le peuple était prêt. Les terres étaient lasses de la peur, les marchés aspiraient à rouvrir. Les tambours de guerre ne résonnaient pas pour le pouvoir, mais pour la liberté. Soundjata savait que le moment était venu. Il ne combattrait pas seul, il ne gouvernerait pas seul. Il dirigerait une grande alliance de nombreux peuples. Il rassemblerait les voix du pays. Il construirait quelque chose de nouveau, un lieu de justice et de paix. L'exil lui avait enlevé son foyer, mais il lui avait donné une vision. Il lui avait donné des amis. Il lui avait confié une mission. Le garçon qui ne pouvait plus marcher traversait désormais les royaumes. Le prince qui avait tout perdu était désormais riche de sagesse. Son nom était connu dans de nombreux pays. Son visage inspirait le courage. L'attente était terminée. Le temps de se relever était venu. Et Soundjata était prête. La charte du Manden, une constitution de mémoire. À son retour d'exil, Soundjata n'était plus seulement un prince. Il était devenu le chef d'un peuple nombreux. Chefs, guerriers, agriculteurs et commerçants se tournaient vers lui pour trouver des conseils. Ils étaient prêts à le suivre, mais ils avaient besoin d'une promesse. Ils avaient besoin de règles. Ils avaient besoin d'une nouvelle façon de vivre ensemble. Soundjata savait que gagner des batailles ne suffisait pas. Un véritable royaume avait besoin de paix, de justice et d'équité. Il voulait bâtir quelque chose de durable. Il convoqua donc une grande assemblée. Cette assemblée allait créer quelque chose de puissant. Elle deviendrait le cœur de l'Empire. Ce cœur fut appelé la Charte de l'Homme. La réunion eut lieu sous un grand arbre. Des chefs venus de nombreux pays étaient présents. Les anciens étaient assis sur des nattes. Les griots se tenaient près d'eux pour se souvenir des paroles. Les guerriers observaient en silence. Les femmes arrivaient avec leurs enfants. Tous étaient prêts à écouter.
Ils faisaient tous partie de la terre. Sundiata se leva, il parla d'une voix forte. Il ne parla ni d'or ni de pouvoir. Il parla de paix, de respect et de vie humaine. La charte du Manden n'était pas écrite, elle était parlée. Elle vivait dans la mémoire. Les griots se souvenaient de chaque mot. Ils la transmettaient de bouche à oreille, d'aîné à enfant. La charte devint un guide de vie. C'était comme une loi, mais aussi comme une histoire. Elle enseignait des leçons, elle donnait de l'espoir, elle procurait un sentiment de sécurité. L'idée première de la charte était simple, chacun a de la valeur. Même le plus pauvre a sa place, même la plus petite voix doit être entendue. Sundiata a dit « La vie est la chose la plus importante, nous devons la protéger ». La charte protégeait également les familles. Les enfants devaient être aimés et soignés. Les femmes avaient le droit de posséder des terres et de faire des choix. Le mariage devait être fondé sur un accord. Nul ne pouvait être contraint. Les mères et les pères étaient tous deux importants. Les familles étaient le fondement du royaume et devaient être fortes. Le travail était également protégé. La charte stipulait que chaque travail avait de la valeur. Agriculteurs, forgerons, tisserands et commerçants étaient tous nécessaires. Aucun travail n'était trop petit. Chacun contribuait à la croissance du royaume. Chacun était libre de choisir son travail. Il était libre de se déplacer, de commercer et de parler. La charte n'a pas mis fin à l'esclavage, mais elle a accordé des droits aux esclaves. Ils ne pouvaient pas être traités avec cruauté. Ils pouvaient demander la liberté. Leurs enfants pouvaient devenir libres. C'était différent de ce qui se passait dans de nombreux endroits à l'époque. C'était un petit pas vers la justice. La charte stipulait « Nul ne doit être traité comme un animal ». Une autre partie de la charte parlait de la terre. La terre appartenait à tous. L'eau, les arbres et les animaux devaient être protégés. Nul ne pouvait couper un arbre sacré sans raison. Nul ne pouvait empoisonner l'eau. Chacun devait partager et prendre soin de la nature. Cela contribuait à préserver la santé de la terre pour les enfants à venir. La charte énonçait également des règles pour résoudre les problèmes. Si deux personnes se disputaient, elles pouvaient discuter. Les anciens pouvaient apporter leur aide. Les griots pouvaient s'exprimer. Le but n'était pas de punir, mais de réparer. Cela rendait le royaume calme et fort. Les gens avaient confiance dans le système. Ils savaient qu'ils étaient protégés. La charte du Manden est devenue une lumière dans les temps difficiles. Elle a permis à de nombreux groupes de vivre ensemble. Elle a aidé des inconnus à nouer des liens d'amitié. Elle a montré que le pouvoir pouvait être bienveillant. Elle a démontré que les lois pouvaient naître de la sagesse et non seulement de la force. Sundiata ne voulait pas gouverner seul. Il voulait diriger avec d'autres. La charte était son cadeau au peuple. C'était la promesse que le nouvel empire serait différent. Il serait bâti sur la vérité et non sur la peur. Il serait un foyer pour le plus grand nombre et non pour quelques-uns seulement. Sous l'arbre, sous le soleil, les gens écoutaient. Ils hochaient la tête, ils applaudissaient, ils souriaient. Ils savaient que quelque chose de nouveau venait de naître. Pas seulement un empire, mais un mode de vie. La charte du Manden était née de la mémoire, mais elle vivrait à jamais dans le cœur des gens. Le pouvoir mandingue, la fierté africaine. Après la grande victoire de Quirina, Sundiata devint un véritable roi. Les Mandingues, qui avaient autrefois vécu dans la peur et le silence, étaient désormais libres. Ils avaient longtemps attendu, et leur heure était venue. Leur fierté grandissait. Leur voix ne s'était plus tue. Ils faisaient désormais partie d'une grande aventure.
L'empire du Mali était né, plein d'espoir, de force et de sagesse. Soundiata ne perdit pas de temps. Il commença à bâtir le nouvel empire avec soin. Il appela ses alliés, ses guerriers et les sages de nombreux endroits. Ensemble, ils élaborèrent des plans. Ils divisèrent le territoire en plus petites parties. Chaque partie avait un chef qui suivrait les règles de Soundiata. Ces chefs devaient être justes et honnêtes. S'ils nuisaient au peuple, ils étaient destitués. Soundiata voulait la paix, pas la peur. Il savait que le pouvoir n'était pas seulement une question d'armée, c'était une question de confiance. Les Mandingues sont devenus des exemples. Ils ont montré comment diriger avec respect. Ils ont perpétué leurs traditions. Ils ont chanté et raconté leurs histoires. Les griots ont évoqué fièrement le passé. Ils se sont souvenus des jours d'exil. Ils se sont souvenus de la douleur. Mais ils ont aussi évoqué la victoire et les nouveaux jours de liberté. Ils ont rappelé à tous que la force vient du cœur et pas seulement des armes. Dans les villages, les gens étaient fiers d'appartenir à l'Empire. Les enfants apprenaient de nouvelles choses. Les familles cultivaient et élevaient des animaux. Les commerçants circulaient en toute sécurité sur les routes. Les marchés étaient à nouveau animés. Le sel et l'or affluaient à travers le pays. Les villes, autrefois calmes, reprenaient vie. Les sourires reprenaient. Le son des tambours et les rires revenaient. La terre semblait à nouveau pleine de vie. Soundiata respectait tout le monde. Il écoutait les agriculteurs, les ouvriers et les femmes. Il demandait conseil aux anciens. Il voulait que chacun se sente important. Il n'oubliait ni les pauvres ni les faibles. Il veillait à ce que chacun ait sa place dans l'Empire. Cela le faisait aimer encore davantage du peuple. Il savait qu'il n'était pas seulement un roi, il était leur protecteur. La fierté de l'Afrique transparaissait chez les Mandingues. Ils n'ont pas copié les autres pays. Ils ont bâti leur empire à leur manière. Ils ont mêlé traditions anciennes et idées nouvelles. Ils utilisaient leur propre langue. Ils portaient leurs propres vêtements. Ils ont conservé leur musique, leur cuisine et leur danse. Ils ont montré au monde que les Africains possédaient le pouvoir, la beauté et le savoir. Soundiata enseigna également aux autres comment gouverner avec sagesse. Il démontra qu'un empire fort ne doit pas nécessairement nuire à autrui. Il démontra que la paix permet de grandir. Il noua des liens d'amitié avec des pays lointains. Il accueillit des commerçants du nord et du sud. Il permit aux différentes confessions de cohabiter. Il démontra que l'unité fait la force. Les Mandingues étaient fiers non seulement d'avoir gagné une bataille, mais aussi d'avoir bâti quelque chose de bien. Leur fierté venait de l'entraide. Elle venait du soutien aux faibles. Elle venait de l'enseignement aux jeunes. Elle venait de la protection des anciens. Ils savaient que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est silencieux, patient et bienveillant. Partout dans le pays, les gens parlaient de Soundiata et de son peuple. Ils disaient « Regardez ce que les Mandingues ont fait. Regardez comment ils dirigent. Regardez comment ils vivent. » Et ces mots ont fait un long chemin. Ils ont traversé les déserts, les rivières et les forêts. L'histoire du pouvoir mandingue et de la fierté africaine commençait à prendre de l'ampleur. L'Empire était encore jeune, mais il était fort. Son cœur était plein d'espoir. Ses racines étaient profondes. Son peuple était fier. Et tandis que le soleil se levait sur le Mali, le monde vit quelque chose de nouveau. Un peuple qui avait transformé la douleur en puissance, le silence en chant et l'exil en fierté. Les Mandingues n'étaient plus dans l'ombre. Ils montraient la voie. L'esprit mandingue ne cessait de s'élever, se renforçant chaque jour. Il ne s'arrêtait pas à la construction de villes ou à l'établissement de lois. Il regardait vers l'avenir, planifiant l'avenir. Soundiata encourageait l'apprentissage et la sagesse. Il invitait des érudits à enseigner et les jeunes écoutaient avec ouverture d'esprit. Ils apprenaient les étoiles, la guérison, l'agriculture et l'équité. L'éducation devint un outil de croissance. Chaque leçon était un pas en avant pour l'Empire. Les villages travaillaient ensemble. Personne n'était laissé pour compte. Si une famille éprouvait des difficultés, d'autres partageaient. L'unité était plus qu'un mot. C'était un mode de vie. Les communautés s'entraidaient dans les moments difficiles. Des célébrations étaient organisées lorsque les récoltes étaient bonnes.
Des chants résonnaient dans les champs pendant les moissons, des cercles de danse se formaient au clair de lune. Ces moments rappelaient à tous que joie et force coexistaient. Les artisans façonnaient outils, vêtements et décorations avec habileté et soin. Les forgerons fabriquaient des objets en métal. Les potiers créaient des jarres et des bols utiles. Les tisserands utilisaient des fils colorés pour confectionner de magnifiques tissus. Tout ce qui était fait à la main était source de fierté pour les gens. Leur travail était utile, mais aussi une forme d'art. Ils racontaient leur histoire et leurs convictions. Des messages de l'Empire parvinrent jusqu'aux contrées lointaines. Les voyageurs revinrent avec des récits d'équité et d'ordre. Les dirigeants étrangers entendirent parler de la justice de Sundiata et envoyèrent des présents. Certains demandèrent même conseil. Le Mali commença à être perçu comme un lieu d'équilibre, où la paix régnait et la force était douce. D'autres peuples écoutèrent et apprirent. Certains suivirent la voie mandingue sur leur propre terre. À mesure que l'Empire s'étendait, le rêve grandissait. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou de pouvoir. Il s'agissait de personnes vivant dans la dignité. Le rêve mandingue était clair, bâtir avec soin, diriger avec sagesse et s'élever avec honneur. Leur héritage prenait racine, une âme à la fois. Une nouvelle façon de gouverner, l'intégration plutôt que la domination. Lorsque Sundiata devint empereur, il voulut faire les choses différemment. Il avait vu de nombreux dirigeants avant lui recourir à la peur, à la guerre et au châtiment pour se maintenir au pouvoir. Il avait vécu la douleur et l'exil. Il savait ce que l'on ressent lorsqu'on perd son foyer. Il choisit donc une nouvelle façon de gouverner. Il voulait rassembler les peuples, il ne voulait pas les écraser. Il croyait en l'intégration plutôt que la domination. Cela signifie l'unité et non le contrôle par la force. Cela signifie aider les autres à se sentir intégrés et non les rabaisser. L'Empire du Mali était immense. Il comptait une population nombreuse, des langues et des coutumes variées. Certains suivaient d'anciennes traditions, certains étaient musulmans, certains étaient agriculteurs, d'autres commerçants et d'autres encore guerriers. Sundiata l'avait compris. Il savait qu'il ne pouvait pas gouverner par la peur. S'il voulait la paix, il devait respecter chacun. Alors il écoutait. Il discutait avec des gens de tous horizons. Il demandait aux chefs locaux de rester sur leurs terres, mais de rejoindre l'Empire. Il leur disait « Vous pouvez conserver vos traditions, mais nous devons travailler ensemble. » Au lieu de destituer les dirigeants locaux, Sundiata a travaillé avec eux. Il leur a insufflé confiance. Il leur a dit « Vous connaissez votre peuple, aidez-moi à le servir. » Les dirigeants se sont ainsi sentis respectés. Ils ont accepté de respecter les lois de l'Empire, de payer des impôts et de maintenir la paix. En échange, ils ont conservé leurs fonctions. Ils sont devenus partie intégrante d'un ensemble plus vaste. C'était le secret du succès du Mali. Personne ne se sentait étranger. Tous se sentaient comme une pièce du même puzzle. Il créa également un conseil. Ce groupe était composé de personnes venues de divers horizons. Anciens, femmes, guerriers et érudits se réunirent. Ils échangeaient des idées. Ils élaborèrent des règles qui s'appliquaient à tous. Chacun avait voix au chapitre. Cela rassurait les gens. Ils savaient que leurs idées comptaient. Ils savaient que leur culture ne leur serait pas enlevée. Les routes étaient surveillées par des hommes de confiance. Les marchés étaient propres et équitables. Les impôts étaient simples et peu élevés. Les soldats protégeaient les commerçants et les agriculteurs. L'Empire n'était pas seulement un lieu de pouvoir, c'était un lieu d'ordre et de bonté. Des gens de loin venaient les rejoindre. Ils voyaient que le Mali n'était pas cruel. Il était sage et ouvert. Sundiata rassemblait également les peuples par le mariage. Il épousait des femmes de villes différentes. Ces femmes devenaient reines et conseillères. Cela contribuait à rapprocher les familles et les tribus. La paix naissait de ces liens. Les gens se sentaient comme une grande famille. Si deux pays avaient un problème, ils pouvaient en discuter. Ils n'avaient pas besoin de se battre. Les griots racontaient des histoires d'unité. Ils rappelaient au peuple que le Mali était fort parce qu'il se souciait de tous. Ils disaient « Nous sommes différents mais nous marchons ensemble ».
Ces mots ont renforcé la confiance du peuple envers l'Empire. Les enfants grandissaient en connaissant la langue de leurs voisins. Les commerçants apprenaient des chants d'autres pays. Les soldats aidaient les agriculteurs dans des villes lointaines. Ce n'était pas une contrainte, c'était un partage. La façon de gouverner de Sundiata était nouvelle pour beaucoup. Mais elle fonctionna. L'Empire resta paisible pendant de nombreuses années. Le peuple resta loyal, il ne craignait pas leur roi, il l'aimait. Il savait qu'il ne bâtissait pas un empire pour lui-même, mais pour eux. D'autres pays ont vu le Mali et ont voulu s'en inspirer. Ils ont vu comment il est resté fort sans briser les autres. Ils ont vu comment il a accueilli les gens au lieu de les repousser. Le règne de Sundiata a montré au monde une nouvelle voie. Il a prouvé qu'un leader n'a pas besoin de crier. Un leader sait écouter et continuer à diriger. L'idée de l'intégration plutôt que de la domination a transformé l'Afrique. Elle a démontré que le pouvoir peut naître du respect. Elle a démontré que des personnes différentes peuvent travailler ensemble. Elle a démontré que la paix n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Sous Sundiata, le Mali était plus qu'un empire. C'était une famille qui grandissait ensemble, côte à côte. L'histoire du règne de Sundiata nous enseigne quelque chose d'important. Quand on se sent inclus, on donne le meilleur de soi-même. Quand on se sent respecté, on reste fort. C'est ainsi que le Mali s'est élevé. C'est ainsi qu'il est resté fort. Et c'est là toute la beauté de l'intégration sur la domination. Cette façon de diriger touchait profondément le cœur des gens. Les agriculteurs étaient fiers de cultiver, sachant que leurs efforts aidaient l'Empire tout entier. Les forgerons et les bâtisseurs travaillaient avec joie, conscients de l'importance de leur savoir-faire. Les conteurs trouvaient de nouvelles histoires à partager, pleines d'espoir et d'harmonie. Les enseignants transmettaient leur savoir de village en village, et les élèves écoutaient avec enthousiasme. Chacun avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Le changement ne les effrayait pas, car ils en faisaient partie. Sundiata veillait également à ce que les habitants des petits villages soient entendus. Il visitait des lieux reculés. Il s'asseyait sous les arbres et écoutait jeunes et vieux. Il demandait « De quoi avez-vous besoin et que pouvons-nous améliorer ?» Sa voix était calme et son regard exprimait l'attention. Les gens lui faisaient confiance car il était présent, non pas avec des gardes et des menaces, mais avec patience et attention. Sa présence apportait du réconfort. Son leadership apportait le calme. Les festivals et les rassemblements devinrent des moments importants. Les gens se réunissaient pour danser, chanter et partager des histoires. Ces événements n'étaient pas seulement un moment de plaisir, c'étaient des façons de célébrer la paix. Les gens rencontraient des voisins d'autres régions. Ils se liaient d'amitié, ils échangeaient des cadeaux et des chansons. Grâce à la musique et à la nourriture, ils apprenaient à se connaître. Ils apprenaient que malgré leurs coutumes différentes, ils partageaient des rêves communs. À mesure que le Mali se renforçait, l'idée d'intégration se répandait au-delà de ses frontières. Les voyageurs rentraient chez eux en évoquant un empire pacifique. Ils parlaient de dirigeants à l'écoute et de peuples unis. Certains rois lointains se demandaient comment gouverner comme Sundiata. Ils voulaient construire non pas avec peur, mais avec sagesse. L'intégration est devenue un phare. Elle a rappelé aux citoyens que la bienveillance est puissante. Elle a rappelé aux dirigeants que bien gouverner implique une profonde bienveillance. Et elle a rappelé au monde que l'unité, fondée sur le respect, peut perdurer de génération en génération. De la rivière à la forêt, l'expansion vers l'est. L'Empire du Mali était en pleine expansion. Il n'était au départ qu'un petit royaume. Mais son rayonnement s'étendait désormais. Sous la direction avisée de Sundiata, l'Empire était paisible et puissant. Le commerce apportait de l'or, du sel et de la nourriture au marché. Les gens étaient heureux et en sécurité. Mais le territoire était vaste et de nombreux endroits n'appartenaient pas encore à l'Empire. Sundiata regarda vers l'est. Il y avait des terres fertiles près des rivières et d'épaisses forêts au-delà. Les habitants n'étaient pas ennemis, mais voisins. Sundiata savait que la prochaine étape était de relier ces terres. Il était temps d'expansion vers l'est. À l'est du Mali, la terre était pleine de vie.
Le grand fleuve Niger, le fleuve, coulait à travers elle telle une large route bleue. Il fournissait eau, poissons et facilité de déplacement. Des villes furent construites près du fleuve, car il permettait aux populations de cultiver, d'échanger des marchandises et de se déplacer en toute sécurité. Plus loin, des forêts verdoyantes couvraient le territoire. De nouveaux peuples y vivaient, agriculteurs, chasseurs et commerçants. Certains n'avaient jamais vu l'empire du Mali. D'autres n'en avaient entendu que des histoires. Mais maintenant, Soundiata voulait les accueillir dans la famille. Soundiata n'a pas commencé par la guerre. Il a envoyé des messagers. Ces messagers apportaient des cadeaux, du tissu, du sel et des noix de cola. Ils ont adressé des paroles aimables et raconté des anecdotes sur le Mali. Ils ont dit aux gens qu'ils étaient les bienvenus. Ils ont dit « Venez nous rejoindre. Vous pourrez conserver votre terre et vos coutumes, mais vous y trouverez aussi la sécurité, le commerce et l'amitié. » Beaucoup ont accepté. Ils ont vu que le Mali était fort et juste. Ils ont rejoint le Mali sans combattre. C'était la force de la voie pacifique de Soundiata. À certains endroits, de petits chefs hésitaient. Ils ne voulaient pas perdre le contrôle. Soundiata les rencontra. Il s'assit et discuta. Il leur dit « Vous pouvez rester chef. Je ne veux pas tout prendre. Je demande seulement la paix, les impôts et l'unité. » Ces discussions furent longues mais fructueuses. Les chefs leur accordèrent leur confiance. En échange, ils obtinrent protection et commerce. Leur peuple était heureux. Leur terre était en sécurité. Le Mali s'agrandit, village après village. Le fleuve Niger a contribué à cette croissance. Il a facilité les déplacements. Les bateaux transportaient personnes et marchandises sur son cours. Les agriculteurs utilisaient ces eaux pour leur culture. Les commerçants s'en servaient pour transporter le sel et l'or. Les soldats l'utilisaient pour atteindre rapidement des destinations lointaines. Le fleuve est devenu la voie de communication vitale de l'Est, reliant des villes comme Djenné et Gao, qui devinrent plus tard des parties importantes de l'Empire. Les forêts étaient plus difficiles d'accès. Il n'y avait pas de routes larges, seulement des sentiers étroits. Mais les gens y étaient riches en nourriture et en bois. Ils possédaient des fruits, des ignames et des herbes. Ils possédaient des animaux et des médicaments. Soundiata envoya de petits groupes de voyageurs pacifiques. Ces gens commerçaient avec les villageois de la forêt. Ils nouèrent des amitiés. Peu à peu, les habitants de la forêt commencèrent à faire confiance au Mali. Ils envoyèrent des messages disant « Nous sommes prêts à nous rejoindre ». Alors que le Mali s'étendait vers l'est, il demeurait fort à l'intérieur. Soundiata veillait à ce que chaque nouveau territoire soit pris en charge. Il envoyait des enseignants, des bâtisseurs et des dirigeants pour l'aider. Il était à l'écoute des besoins de la population. Il construisait de nouvelles routes. Il veillait à ce que personne ne soit laissé pour compte. Il traitait les vieilles villes comme les nouveaux villages de la même manière. Il témoignait de l'amour à tous les coins de l'Empire. Bientôt, l'Est se remplit de marchés animés, d'enfants souriants et de nuits paisibles. Les habitants étaient fiers d'appartenir au Mali. Ils conservaient leurs danses, leurs plats et leurs chants. Mais ils avaient désormais de nouveaux frères et sœurs à travers le pays. L'Empire était devenu une grande famille, du fleuve à la forêt. Cette expansion ne concernait pas seulement le territoire. C'était une question de connexion. Il s'agissait de partager de bonnes choses. Il s'agissait de construire un foyer pour des personnes diverses. Soundiata n'a pas pris par la force. Il a donné avec bienveillance. C'est ainsi que le Mali est passé du fleuve à la forêt et est resté fort malgré tout. Soundiata savait que pour qu'une expansion réussisse, il fallait plus que des accords et des routes. Il fallait aussi nourrir l'esprit, bâtir la confiance et encourager les échanges. Il ordonna la création de lieux de rassemblement où les anciens des villages pouvaient discuter ensemble. Dans ces lieux, des décisions étaient prises avec sagesse. Le dialogue était préféré au conflit. Les gens de différentes origines s'écoutaient. On apprenait les coutumes de l'autre. On trouvait des solutions communes. Cela permit de tisser des liens profonds entre les régions éloignées. L'éducation fut aussi un pilier de cette expansion. Partout où le Mali s'étendait, Soundiata faisait construire de petites écoles.
Là, les enfants apprenaient à lire, à compter, à parler plusieurs langues. On leur racontait l'histoire de l'Empire, les exploits des ancêtres, les règles de justice. Ces écoles accueillaient tous les enfants, filles et garçons. Cela renforçait le sentiment d'appartenance et préparait les jeunes à devenir les bâtisseurs de demain. Les artisans du Mali jouèrent aussi un rôle important dans l'Est. Ils apportaient leur talent de forgerons, de tisserands, de sculpteurs. Ils formaient les habitants locaux à de nouvelles techniques. Des objets magnifiques furent créés, mélangeant styles anciens et nouveaux. Ces œuvres d'art témoignaient de l'union des cultures. Les marchés proposaient désormais une grande variété de produits venus de toutes les régions. Les commerçants ne parlaient pas la même langue, mais ils souriaient pareil en échangeant leurs biens. Les griots accompagnaient souvent ces expansions. Ils racontaient aux nouveaux villages l'histoire du Mali, de Soundjata, des alliances et des victoires sans guerre. Leurs chants rassuraient et unifiaient. Ils faisaient comprendre que rejoindre le Mali ne signifiait pas perdre son identité, mais enrichir un ensemble plus vaste. Chaque village avait une place. Chaque voix comptait. L'environnement était aussi respecté. Dans les forêts, les communautés savaient comment préserver les arbres, protéger les rivières, cultiver sans détruire. Soundjata encourageait ces savoirs. Il demandait aux nouvelles terres de partager leurs connaissances avec le reste de l'Empire. Cette coopération permit de mieux utiliser les ressources sans les épuiser. L'harmonie avec la nature devint une valeur impériale. Grâce à cette approche douce et réfléchie, le Mali ne se contenta pas de s'agrandir. Il s'enracina. Les nouvelles régions ne furent pas seulement conquises, elles furent adoptées. Les liens humains devinrent plus forts que les frontières. Et dans chaque coin de ce vaste empire, du murmure des rivières au chant des forêts, on pouvait entendre une seule vérité. Le Mali était devenu un lieu d'union, de respect et de partage. La diplomatie par le mariage et le marché, Soundjata n'était pas seulement un guerrier. C'était aussi un homme de paix. Il savait que gagner des batailles pouvait étendre l'empire, mais que maintenir la paix le maintenait fort. Il utilisa 2 méthodes astucieuses pour instaurer la paix. Mariage et marché, ces 2 choses l'aidaient à tisser des liens, à mettre fin aux disputes et à nouer des amitiés. C'était une diplomatie astucieuse, utiliser l'amour et le commerce plutôt que la guerre. Dans l'empire du Mali, le mariage était plus que la famille. C'était un outil de paix. Soundjata épousait des femmes de villages et de tribus différents. Chaque épouse apportait une nouvelle amitié. Lorsqu'un roi ou un chef donnait sa fille à Soundjata, cela signifiait qu'il lui faisait confiance. Cela signifiait qu'il voulait la paix, pas la guerre. Ces mariages créaient des liens forts. Des familles autrefois ennemies s'asseyaient désormais à la même table. Elles partageaient nourriture, histoire et rêves d'avenir. Soundjata ne se mariait pas uniquement pour le pouvoir. Il respectait ses épouses. Elles lui donnaient des conseils. Certaines l'aidaient à comprendre de nouvelles cultures. D'autres l'aidaient à diriger des villages. D'autres encore aidaient à régler les conflits entre groupes. Ces femmes ne se taisaient pas. Elles prenaient la parole lors des réunions du conseil. Elles avaient leur propre voix au sein de l'Empire. Leurs paroles influençaient les décisions. À bien des égards, elles étaient aussi des artisanes de paix. Les enfants issus de ces mariages ont également été utiles. Un fils d'une tribu et un autre d'une autre tribu pouvaient devenir amis. Ils pouvaient grandir ensemble, s'entraîner ensemble et, un jour, diriger ensemble. Leurs familles étaient réparties dans 2 régions, ce qui leur permettait de comprendre les 2 camps. Cela contribuait à prévenir les conflits futurs et apportait compréhension et unité. Alors que le mariage réunissait les familles, marchés étaient des lieux de rassemblement. On y venait vendre du sel, de l'or, des tissus et de la nourriture. Mais on y venait aussi pour discuter. Des commerçants venus de contrées lointaines se retrouvaient à la même table. Ils échangeaient des nouvelles, concluaient des accords et apprenaient les uns des autres. Soundjata en avait pris conscience et s'en servit pour aider son empire à se développer en paix. Il veillait à la sécurité des marchés. Il envoyait des soldats protéger les routes. Il établissait des règles pour que personne ne puisse tricher. Il voulait que chacun se sente le bienvenu. Qu'il vienne du désert ou de la forêt,
Il était traité avec respect. Si une bagarre éclatait sur le marché, elle était rapidement arrêtée. Le commerce équitable était la loi. Le commerce a également aidé les gens à comprendre la valeur de la paix. Un fabricant de tissus ne voulait pas la guerre. Il voulait que les gens achètent ce qu'il fabriquait. Une vendeuse de riz avait besoin de routes calmes, pas de danger. La paix favorisait les affaires, et les affaires aidaient les familles à bien vivre. Sundiata l'avait compris. Il a dit à son peuple, « Si nous commerçons à bras ouverts, nous aurons le cœur bien rempli. » Les marchés ont également contribué au brassage des cultures. Les gens apportaient des chansons, des aliments et des vêtements d'autres pays. Ils racontaient des histoires, enseignaient des langues et partageaient des idées. Le marché est devenu une école sans murs. Les gens sont repartis avec plus que des biens. Ils sont repartis avec le savoir et l'amitié. Cela a renforcé l'empire. Des marchands venaient d'autres royaumes. Ils apportaient des présents au roi et demandaient l'ouverture du commerce. Sundiata les accueillit. Il leur offrit des logements. Il les rassura. Il leur montra que le Mali était riche, non seulement en or, mais aussi en paix et en ordre. Certains de ces visiteurs entrèrent chez eux et en parlèrent à d'autres. Le Mali devint un pays d'équité. Son nom fit le tour de l'Afrique. Donc, à travers ce mariage et marché, Sundiata a bâti la paix. Il a transformé des étrangers en familles. Il a transformé le commerce en confiance. Sa diplomatie était discrète mais puissante. Il a montré que toute force ne vient pas de l'épée. Une partie vient de l'amour, de l'attention et de la justice. Sous son règne, les gens ne vivaient pas seulement ensemble. Ils grandissaient ensemble. Les familles étaient unies. Les routes étaient sûres. Les marchés étaient pleins. Les gens riaient, partageaient et travaillaient ensemble. L'empire du Mali était plus qu'une terre. C'était une demeure paisible, bâtie non seulement avec de la pierre et de l'or, mais aussi avec mariage et marché. La sagesse de Sundiata résidait dans sa capacité à comprendre le cœur humain. Il savait que la peur ne construit pas la loyauté, mais que la confiance peut créer des liens solides et durables. En nouant des alliances par le mariage, il plantait les graines de la paix dans les foyers. Chaque union était comme un pont entre deux mondes, une passerelle entre deux peuples. Les cérémonies étaient simples mais remplies de respect. On chantait, on offrait des présents, on priait pour l'union des familles et pour la stabilité des terres. Les enfants issus de ces unions recevaient des noms qui mélangeaient les cultures. Ils grandissaient en parlant plusieurs langues, en mangeant des plats différents, en écoutant des histoires de plusieurs ancêtres. Ils apprenaient à aimer la diversité. Ces jeunes devenaient les gardiens de l'harmonie. On leur apprenait à écouter les anciens et à prendre soin des plus faibles. Ils devenaient des symboles de ce que le Mali voulait être, un pays d'union et d'écoute. Les femmes, de leur côté, occupaient un rôle essentiel dans cette diplomatie douce. Certaines étaient des guérisseuses, d'autres étaient des commerçantes très respectées. Elles voyageaient entre les régions pour transmettre des messages ou apporter des offrandes. Leurs paroles avaient du poids, leur présence rassurait les familles. Elle montrait que le pouvoir ne se limite pas au trône, mais qu'il se trouve aussi dans les gestes quotidiens, dans le soin porté aux autres. Pendant ce temps, les marchés devenaient des lieux de mémoire. Chaque semaine, au lever du soleil, les étals se remplissaient de couleurs et d'odeurs. Des musiciens jouaient près des fontaines. Des conteurs parlaient de Sundiata, de ses choix sages, de sa manière d'unir les peuples sans s'en verser. Les griots voyageaient avec les marchands. Ils transmettaient les nouvelles, mais aussi les chansons d'autres villes. Ainsi, même ceux qui ne pouvaient pas voyager découvraient le monde. Certains marchés étaient si grands qu'ils duraient plusieurs jours. On y trouvait des produits venus d'au-delà des frontières de l'Empire. Des épices rares, des pierres précieuses, des tissus venus de contrées lointaines. Ces objets racontaient des histoires, portaient des savoirs. Ils inspiraient les artisans locaux, qui créaient à leur tour de nouveaux objets à offrir ou à vendre. Le commerce permit également de créer des codes communs. On inventa des signes pour peser les biens, pour garantir la qualité des produits. Des personnes appelées juges de marché furent nommés pour résoudre les conflits. Leur rôle n'était pas de punir, mais de réparer les erreurs et de préserver la confiance. C'était une justice simple, mais respectée par tous. Ainsi,
Grâce au mariage et au marché, l'empire du Mali ne fut pas seulement un empire de territoire, il devint un réseau vivant de relations humaines, un lieu où les différences devenaient des richesses, un endroit où la voix de chacun comptait. Soundiata avait compris que l'unité ne se décrète pas, elle se cultive, avec patience et générosité, et c'est ainsi qu'il bâtit une paix qui traversa les générations. Un héritage d'or, l'héritage de Mansa Moussa. De nombreuses années passèrent après que Soundiata eut régné sur l'empire du Mali. Son rêve était devenu réalité. Le pays était vaste et débordant de vie. La paix régnait dans les villages, le commerce régnait sur les marchés, et les histoires circulaient. Le Mali était devenu fort, mais il avait encore beaucoup à offrir. Un nouveau dirigeant était prêt à poursuivre ce rêve. Son nom était Mansa Moussa. Il porterait l'empire vers des sommets encore plus élevés. Il transformerait l'or, le savoir et la bonté en un nouvel héritage. Mansa Moussa faisait partie de la famille royale. Il grandit en écoutant les histoires de Soundiata. Il écoutait les griots parler de bataille, d'unité et de justice. Ces histoires façonnèrent son cœur. Il n'était pas seulement riche en or, il était aussi riche en sagesse. Lorsque le temps vint de nommer un nouveau souverain, Moussa fut choisi. Le peuple lui fit confiance. Il avait fait preuve d'honnêteté, de respect et d'attention. Il était prêt à diriger. Lorsque Moussa devint empereur, le Mali était déjà vaste, mais il souhaitait l'améliorer. Il souhaitait développer le commerce, construire des écoles et aider les pauvres. Son don le plus célèbre était l'or. Le Mali regorgeait d'or, qui scintillait dans les rivières et les collines. Des gens d'autres pays venaient simplement pour le contempler. L'or donnait la puissance à l'empire, mais Moussa ne l'utilisa pas pour la guerre. Il l'utilisa pour améliorer la vie de ses habitants. Mansa Moussa donnait de l'or aux voyageurs, aux bâtisseurs et aux étudiants. Il aidait les villes à construire des mosquées et des écoles. Il aménageait les routes pour les commerçants. Il donnait à manger aux affamés et un abri aux plus faibles. Au Mali, les gens avaient du travail, de la sécurité et de l'espoir. Le cœur de Moussa était ouvert. Il croyait que la richesse n'était pas réservée aux riches. Elle était à partager. L'une des choses les plus étonnantes que fit Moïse fut de voyager loin de chez lui. Il fit un long voyage jusqu'à une ville sainte appelée Mekse, fut un long voyage à travers déserts et rivières. Il emmena avec lui de nombreuses personnes, gardes, familles et aides. Il prit des chameaux chargés d'or. En chemin, il distribua des cadeaux dans chaque ville. Il creusa des puits d'eau. Il paya nourriture et vêtements. Les gens le regardèrent avec admiration. Ils n'avaient jamais vu un souverain aussi généreux. La nouvelle de Mansa Moussa se répandit au loin. Au Moyen-Orient et en Europe, le Mali commença à faire parler de lui. On le qualifiait de terre d'or et de paix. Des cartes géographiques indiquaient le Mali. Le nom de Moussa était connu des rois et des érudits des contrées lointaines. Mais Moussa ne se laissa pas dominer par l'orgueil. Il resta humble, il priait, écoutait et travaillait dur. À son retour au Mali, il rapporta de nouvelles idées. Il emmena des livres, des enseignants et des architectes. Il souhaitait que son peuple apprenne davantage. Il construisit des lieux d'apprentissage dans des villes comme Tombouctou. Étudiants venaient de près et de loin. Ils étudiaient l'histoire, le droit, les sciences et les langues. L'empire devint non seulement riche en or, mais aussi en savoir. Mansa Moussa maintint également l'esprit de paix. Il perpétua les traditions de Soundiata, respect des autres cultures, écoute des aînés et aide à tous. Son règne était empreint d'équité. Chacun était libre de vivre comme il l'entendait, tant qu'il préservait la paix. Les commerçants continuaient d'affluer, les marchés continuaient de croître. L'empire brillait comme l'or qu'il contenait. Même après la disparition de Moussa, son nom est resté fort. Son héritage ne se limitait pas à des bâtiments ou des trésors. Il était ancré dans le cœur des gens. Il résidait dans les récits des griots, les leçons enseignées à l'école et la paix qui régnait sur le pays. Il avait transformé le don de l'or en quelque chose de plus grand. Mansa Moussa a montré au monde qu'un dirigeant pouvait être bon et puissant. Il a prouvé que le don fait la force d'une nation.
il a bâti non seulement un empire, mais aussi un héritage. Et cet héritage était précieux, non seulement en pièces de monnaie, mais aussi en esprit. Sous son règne, le Mali a atteint des sommets, et le monde a vu la beauté de l'Afrique rayonner de mille feux. Bien après la mort de Mansa Musa, les échos de son règne résonnaient encore dans les vallées, les marchés et les écoles. Son passage avait changé les mentalités. Il avait ouvert les yeux de nombreux peuples, non seulement sur la richesse matérielle du Mali, mais aussi sur la grandeur de son cœur. Les marchands qui avaient croisé sa route racontaient sa générosité avec émotion. Les érudits qui l'avaient soutenu continuaient d'enseigner, de traduire des textes et de former de nouveaux élèves. Son nom devenait un symbole, gravé dans les mémoires. Grâce à lui, Tombouctou devint un centre intellectuel majeur. Des bibliothèques y furent bâties, remplies de manuscrits sur des sujets variés. Mathématiques, médecine, astronomie, poésie, droit. Les rues de la ville accueillaient des penseurs d'Égypte, du Maroc, d'Espagne et d'autres régions. Ils venaient non pour dominer, mais pour partager. Mansa Musa avait fait de la connaissance un trésor plus grand encore que l'or. Il disait que l'esprit nourri pouvait éclairer des générations entières. Les enfants qui grandissaient à cette époque entendaient dès leur plus jeune âge les histoires de son pèlerinage, de ses actions, de sa sagesse. Ils apprenaient que la foi et la bienveillance pouvaient transformer une nation. Dans les villages les plus reculés, on priait pour que les futurs dirigeants aient le même cœur que Moussa. Ses choix devenaient des exemples. Sa vision devenait une promesse. Il avait aussi montré l'importance de la préparation et de l'organisation. Son voyage vers la Mecque n'était pas un simple déplacement. C'était une opération logistique impressionnante, soigneusement planifiée. Il avait coordonné des milliers de personnes, anticipé les besoins en nourriture, en eau, en logement. Cela avait prouvé au monde que l'Afrique n'était pas un continent de hasard, mais un continent de stratégie et de savoir-faire. Même après son retour, il n'arrêta jamais d'investir dans son peuple. Il encouragea les artisans à perfectionner leurs techniques. Il finança la formation des juges et des enseignants. Il soutint les agriculteurs en améliorant l'accès à l'eau et aux outils. Partout, il voulait que chacun ait une chance d'évoluer. Il rêvait d'un Mali juste, stable et éclairé. Quand il mourut, ce fut un deuil national. Mais personne ne dit qu'il était vraiment parti. Les griots disaient que tant que ses valeurs seraient suivies, Mansa Musa continuerait de vivre. Il chantait que l'héritage du roi ne se mesure pas en poids d'or, mais en bienfaits durables. Son nom était devenu une lumière, un guide pour les générations futures, un modèle pour toute l'humanité. Le pèlerinage entendu dans le monde entier. En 1324, le monde vit une expérience inédite. Un roi d'Afrique entreprit un voyage qui allait changer à jamais la perception de son pays. Son nom était Mansa Musa, le grand souverain de l'Empire du Mali. Son voyage n'était pas motivé par l'or ou la guerre, c'était un voyage de foi. Il voulait se rendre dans la ville sainte de Mecque pour compléter le pèlerinage que tout musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Mais ce voyage n'était pas simple. Il est devenu l'un des pèlerinages les plus célèbres de l'histoire. Mansa Musa ne voyageait pas seul. Il emmenait avec lui de nombreuses personnes, familles, gardes, serviteurs et amis. Certains disent qu'il emmenait 60 personnes en voyage. Il a également amené de centaines de chameaux, chacun transportant de l'or. Sa caravane s'étendait à travers le pays. Dans chaque village et chaque ville, les gens s'arrêtaient pour observer. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les vêtements brillants, la longue file de voyageurs, leur calme avançant, tout cela ressemblait à une rivière d'or s'écoulant à travers le désert. Partout où Mansa Musa allait, il offrait des cadeaux. Il donnait de l'or aux pauvres. Il donnait de la nourriture et de l'argent aux villes dans le besoin. Il construisait mosquées et chemins, il a financé des puits et des aires de repos. Il a fait preuve de bonté, pas seulement de richesse. On a commencé à parler de lui. Sur les marchés, dans les maisons et dans les rues, son nom a été murmuré. Mansa Musa est arrivé, disait-on. Il est riche, mais aussi sage. Quand il a atteint Caire,
la capitale de l'Égypte, les gens furent choqués par sa richesse. Il donna tellement d'or à la population locale que sa valeur chuta. Pendant des années après sa visite, l'or du Caire perdit de sa valeur. Cela ne s'était jamais produit auparavant. La nouvelle se répandit rapidement. Commerçants, voyageurs et dirigeants commencèrent à se demander « Qui est cet homme? Où est le Mali ?» Avant cela, beaucoup de gens dans d'autres régions du monde ignoraient l'existence du Mali. Mais désormais ils le savaient. Mansa Musa avait montré au monde ce que l'Afrique pouvait être. Bien que riche, Moïse resta humble durant le voyage. Il suivit les règles du pèlerinage. Il pria, jeûna et rendit grâce. Il ne se vanta pas. Il écouta, posa des questions et s'instruisit auprès des gens qu'il rencontrait. Il acheta des livres. Il invita des enseignants à revenir avec lui. Il souhaitait que son peuple grandisse non seulement en or, mais aussi en richesse, connaissance et foi. Lorsqu'il arriva enfin à la Mecque, il fut accueilli avec honneur. On le respectait non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa bonté. Il accomplit son devoir sacré avec le plus grand soin. Il remercia Dieu de lui avoir permis de venir. Puis il entreprit le long voyage de retour. Mais Moïse ne revint pas les mains vides. Il rapporta érudits, architectes et artistes, il les invita à vivre au Mali. Il voulait y construire de grandes écoles et de grandes mosquées. Il voulait faire de son empire un lieu d'apprentissage et de beauté. Son pèlerinage n'était pas qu'un voyage, c'était une mission pour élever son peuple. Après son retour, des villes comme Tombouctou-Est, devenues célèbres pour ses livres, ses idées et son savoir. On y venait de loin pour y étudier. On y lisait des ouvrages sur les sciences, le droit et l'histoire. Tout a commencé grâce à un long voyage, grâce à un roi qui voulait cheminer avec foi et donner au monde. Le pèlerinage de Mansa Musa a été entendu à travers les continents. Il a changé la perception de l'Afrique. Il ne la considérait plus seulement comme une terre de désert ou de jungle. Il la voyait désormais comme un lieu de grand roi, d'une profonde sagesse et de croyances puissantes. Les cartes ont commencé à montrer le Mali. Les écrivains ont commencé à parler de Moussa. L'histoire de son voyage est restée gravée dans les mémoires. Le pèlerinage, entendu dans le monde entier, était plus qu'un récit de voyage. C'était un moment de fierté. Il démontrait la puissance de la foi, de la bonté et de la vision. Il démontrait qu'un homme marchant avec détermination pouvait changer le monde. Et c'est précisément ce qu'a fait Mansa Musa. Le voyage de retour au Mali était rempli d'espoir. Mansa Musa repensa profondément à tout ce qu'il avait vu. Il se souvenait des villes, des gens et des idées qu'il avait touchées. Il savait que son empire pouvait devenir un lieu où sagesse et croyance cohabitaient. Les érudits qui le rejoignirent apportèrent un savoir nouveau. Les bâtisseurs avaient le talent de bâtir de nouvelles mosquées et écoles. Les artistes, porteurs de visions de beauté, étaient prêts à peindre et à concevoir avec joie. Les villageois ont accueilli Mansa Musa chez lui par des chants et des danses. Les enfants souriaient à son passage dans les villes. Agriculteurs, commerçants et enseignants se sont rassemblés pour l'écoute. Ils parlaient avec sollicitude de paix, d'apprentissage et de construction d'un avenir meilleur. Personne ne se sentait oublié. Chacun avait sa place dans son rêve. Sous sa direction, de nouveaux centres d'études furent créés. Pour la première fois, des écrivains transcrivirent des histoires et des enseignements. Le Mali devint un lieu de libre partage de la pensée. Le voyage de Moussa avait apporté plus que des bienfaits. Il avait semé les graines d'un monde meilleur. Son cheminement laissa des traces non pas dans le sable, mais dans l'esprit de générations entières. Son cheminement empreint de foi devint un don durable pour tous ceux qui le suivirent. L'Empire du Mali est devenu une référence dans le monde du savoir et du design. Ces bâtiments sont toujours debout aujourd'hui. Ils nous rappellent que la grandeur peut naître de la terre. Ils nous apprennent que les idées peuvent prendre forme dans l'argile et la pierre. Et ils nous montrent comment un monde d'idées peut vivre dans chaque mur, chaque porte et chaque main qui construit. L'influence du Mali s'étendait bien au-delà de ses frontières. Les visiteurs venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe écrivaient sur ce qu'ils voyaient. Ils décrivaient des villes propres, bien organisées, pleines d'étudiants et de maîtres.
Il parlait de bibliothèques où l'on pouvait lire des ouvrages précieux. Il racontait les histoires de jeunes garçons et filles assis sous les arbres, apprenant des vers, discutant de sciences ou étudiant les lois. Ces récits donnaient une image nouvelle de l'Afrique, celle d'un continent savant et créatif. Dans certaines écoles, les élèves apprenaient à construire des cadrans solaires, à lire les mouvements des étoiles, à soigner avec des plantes, à peser les objets avec précision. Ce n'était pas seulement une éducation de mots, mais aussi une éducation de gestes. Les anciens transmettaient leur savoir avec patience. Chaque savoir avait sa place, qu'il soit scientifique, spirituel ou artistique. Le Mali offrait une éducation complète pour l'esprit, le cœur et les mains. Les artisans du Mali, eux aussi, utilisaient leur savoir pour créer. Les menuisiers sculptaient les portes des maisons avec des symboles de paix, de fertilité ou de protection. Les potiers façonnaient des vases à motifs complexes. Les teinturiers utilisaient des plantes locales pour colorer les tissus, créant des vêtements à motifs uniques. Chaque objet racontait une histoire. Chaque création portait une âme. Les architectes travaillaient main dans la main avec les chefs de village et les érudits. Avant de construire une mosquée, ils écoutaient les besoins de la communauté. Ils choisissaient des lieux proches de l'eau, faciles d'accès. Ils pensaient à l'ombre, au vent et à la lumière. La forme des bâtiments n'était jamais laissée au hasard. Tout était réfléchi pour servir le peuple. Même les enfants participaient aux grands travaux. Ils aidaient à transporter des briques, à puiser l'eau, à préparer l'argile. Ils apprenaient en regardant les adultes. Chaque génération contribuait à l'œuvre commune. Ainsi, le savoir ne se perdait jamais. Il passait de main en main, de bouche en bouche, de cœur en cœur. Aujourd'hui encore, les formes simples et élégantes des bâtiments maliens inspirent des artistes et architectes dans le monde entier. Ils découvrent que la beauté peut naître de la terre, que la sagesse peut être sculptée dans la boue. Le Mali reste une lumière, non seulement pour son histoire, mais pour son esprit d'ouverture, de création et de construction partagée. L'Empire du Mali est devenu une référence dans le monde du savoir et du design. Ces bâtiments sont toujours debout aujourd'hui. Ils nous rappellent que la grandeur peut naître de la terre. Ils nous apprennent que les idées peuvent prendre forme dans l'argile et la pierre. Et ils nous montrent comment un monde d'idées peut vivre dans chaque mur, chaque porte et chaque main qui construit. L'influence du Mali s'étendait bien au-delà de ses frontières. Les visiteurs venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe écrivaient sur ce qu'ils voyaient. Ils décrivaient des villes propres, bien organisées, pleines d'étudiants et de maîtres. Ils parlaient de bibliothèques où l'on pouvait lire des ouvrages précieux. Ils racontaient les histoires de jeunes garçons et filles assis sous les arbres, apprenant des vers, discutant de sciences ou étudiant les lois. Ces récits donnaient une image nouvelle de l'Afrique, celle d'un continent savant et créatif. Dans certaines écoles, les élèves apprenaient à construire des cadrans solaires, à lire les mouvements des étoiles, à soigner avec des plantes, à peser les objets avec précision. Ce n'était pas seulement une éducation de mots, mais aussi une éducation de gestes. Les anciens transmettaient leur savoir avec patience. Chaque savoir avait sa place, qu'il soit scientifique, spirituel ou artistique. Le Mali offrait une éducation complète pour l'esprit, le cœur et les mains. Les artisans du Mali, eux aussi, utilisaient leur savoir pour créer. Les menuisiers sculptaient les portes des maisons avec des symboles de paix, de fertilité ou de protection. Les potiers façonnaient des vases à motifs complexes. Les teinturiers utilisaient des plantes locales pour colorer les tissus, créant des vêtements à motifs uniques. Chaque objet racontait une histoire. Chaque création portait une âme. Les architectes travaillaient main dans la main avec les chefs de village et les érudits. Avant de construire une mosquée, ils écoutaient les besoins de la communauté. Ils choisissaient des lieux proches de l'eau, faciles d'accès. Ils pensaient à l'ombre, au vent et à la lumière. La forme des bâtiments n'était jamais laissée au hasard. Tout était réfléchi pour servir le peuple. Même les enfants participaient aux grands travaux. Ils aidaient à transporter des briques, à puiser l'eau, à préparer l'argile. Ils apprenaient en regardant les adultes. Chaque génération contribuait à l'œuvre commune. Ainsi, le savoir ne se perdait jamais. Il passait de main en main, de bouche en bouche, de cœur en cœur. Aujourd'hui encore,
Les formes simples et élégantes des bâtiments maliens inspirent des artistes et architectes dans le monde entier. Ils découvrent que la beauté peut naître de la terre, que la sagesse peut être sculptée dans la boue. Le Mali reste une lumière, non seulement pour son histoire, mais pour son esprit d'ouverture, de création et de construction partagée. Fissure dans l'Empire, le début de la fin. L'Empire du Mali était autrefois riche en or, en idées, en dirigeants forts et en citoyens heureux. Il possédait des routes, des marchés, des écoles et des villes paisibles. Ses rois régnaient avec prudence. Des peuples venus de contrées lointaines venaient découvrir les grandes cités. Ils venaient y apprendre, commercer et partager. Le Mali était riche en richesse et en sagesse, mais même l'arbre le plus robuste peut un jour se briser. Même l'étoile la plus brillante peut lentement perdre sa lumière. C'est ce qui est arrivé au Mali. De petits problèmes ont commencé à s'accumuler. Ces petites fissures se sont agrandies. Et peu à peu, le grand empire a commencé à s'effondrer. Après Mansa Moussa, de nombreux rois ont régné sur le Mali. Certains étaient bons et ont tenté de diriger comme lui. Mais d'autres manquaient de force. Certains se disputaient le pouvoir avec leurs frères. D'autres se souciaient davantage de l'or que des gens. Lorsque les dirigeants ne dirigent pas avec amour, la population commence à perdre confiance. Certains chefs locaux ont cessé d'écouter le roi. Ils ont établi leurs propres règles. Ils aspiraient à davantage de pouvoir. L'unité qui maintenait autrefois le Mali a commencé à se briser. À mesure que l'Empire s'affaiblissait de l'intérieur, des problèmes surgirent de l'extérieur. D'autres royaumes commencèrent à se développer. Empire Songhai, autrefois petit, a commencé à s'élever à l'est. Il disposait de combattants puissants et de dirigeants intelligents. Ils ont observé le Mali de près. Ils ont constaté qu'il n'était plus aussi fort qu'avant. Ils ont attendu le bon moment pour agir. Au même moment, le commerce commença à évoluer. Les gens n'empruntaient plus les mêmes routes. De nouvelles routes maritimes furent découvertes par les commerçants européens. L'or et le sel conservaient leur valeur, mais d'autres marchandises prirent de l'importance. Les villes du Mali devinrent calmes. Les marchés étaient moins fréquentés. Les commerçants commencèrent à se déplacer. Sans commerce, de nombreuses villes perdirent leur richesse. De plus, le territoire lui-même était en difficulté. Certaines rivières ont changé de cours. Certaines terres se sont asséchées. Les fermes produisaient moins de nourriture. Les gens ont dû se déplacer pour trouver de l'eau. Avec les déplacements, les villages se vidant. Certains endroits ont été abandonnés. Sans nourriture ni habitants, les villes ont commencé à s'effondrer. L'apprentissage commençait également à ralentir. Les écoles et les bibliothèques ne bénéficiaient plus du même soin. Des livres étaient perdus ou oubliés. Des enseignants partaient. La grande lumière de Tombouctou commençait à s'estomper. Certains bâtiments tombèrent en poussière, d'autres restèrent, mais les gens qui les occupaient autrefois avaient disparu. Le rêve d'apprendre, qui avait autrefois brillé si fort, n'était plus qu'une faible flamme. L'armée malienne s'affaiblit également. Sans dirigeants forts ni argent, les soldats ne pouvaient plus protéger les frontières. Des bandits arrivèrent et dépouillèrent les voyageurs. De petites guerres éclatèrent. Les routes n'étaient plus sûres. Les gens restèrent chez eux. La peur commença à s'installer dans des régions autrefois paisibles. Une à une, les différentes parties de l'Empire commencèrent à se disloquer. D'abord les villes du Nord, puis celles de l'Est. Certains dirigeants déclarèrent « Nous ne faisons plus partie du Mali ». Ils fondèrent leur propre petit royaume. Le Mali n'était plus une grande famille. Il était devenu un ensemble de fragments. Dans les dernières années, l'empire Songhai attaqua. Il s'empara de nombreuses régions du Mali. Il prit possession des villes, des routes et des marchés. Le Mali ne put les arrêter. L'empire avait perdu sa force. Ce qui était autrefois une grande lumière en Afrique de l'Ouest devint une ombre silencieuse. Mais malgré la chute de l'empire, le souvenir est resté. On racontait encore des histoires de Soundiata et de Mansa Moussa. On se souvenait de l'or, de la paix, des écoles et de la gentillesse. Les bâtiments, les livres et les routes avaient peu être changés, mais l'histoire perdurait. Les griots chantaient encore les chants anciens. Les enfants écoutaient encore. Le nom du Mali n'était pas oublié. Tout empire s'élève
et tout empire s'effondre. Cela fait partie de la vie. Mais les bienfaits que le Mali a apportés au monde, l'apprentissage, la paix et l'unité, sont encore vivants dans les cœurs aujourd'hui. La fin de l'Empire ne marquait pas la fin de son histoire. Ce n'était que la clôture d'un grand chapitre. Ainsi, l'Empire du Mali, autrefois joyau de l'Afrique, connut une fin paisible. Non pas dans un fracas retentissant, mais au milieu de multiples craquements. Pourtant, sa lumière, bien que faible, ne s'éteignit jamais complètement. Elle brille encore dans les chansons, les histoires et les rêves de ceux qui... Mansa Moussa avait planté une graine et elle a poussé. Même après son départ, la ville est restée forte. D'autres dirigeants ont continué à soutenir les écoles. Les bibliothèques sont restées pleines. Les élèves ont continué à apprendre. La ville a connu des temps difficiles par la suite, mais son histoire n'a jamais disparu. Aujourd'hui, quand on entend le nom de Tombouctou, on pense encore aux livres, à la sagesse et à la paix. On se souvient qu'il y a bien longtemps, au cœur de l'Afrique, existait un lieu où la lumière du savoir ne s'éteignait jamais. Cette lumière brille encore dans les histoires, dans les livres anciens et dans le cœur des personnes qui aiment apprendre. Et cette lumière est née d'un rêve, celui d'un roi qui croyait que l'or était une bonne chose, mais que la connaissance était encore meilleure. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes à travers le monde rêvent de visiter Tombouctou. Bien que la ville soit plus calme aujourd'hui, son héritage demeure vivant. Historiens, écrivains et étudiants parlent encore des anciens manuscrits conservés dans des salles secrètes, à l'abri du vent et du temps. Ces textes anciens recèlent des enseignements sur la médecine, l'astronomie, le droit et la culture. Ils témoignent de l'importance que le peuple malien accordait au savoir et à la sagesse. Dans certains foyers et bibliothèques, les familles protègent encore ces livres comme des trésors. Elles les conservent enveloppés dans du tissu, à l'abri de la poussière et du soleil. Certains de ces livres sont à nouveau étudiés, offrant au monde une seconde chance d'apprendre du passé. On comprend désormais que Tombouctou n'était pas seulement un lieu lointain. C'était autrefois un centre de pensée et d'enseignement, où l'esprit pouvait s'épanouir librement. Les guides locaux partagent ces histoires avec fierté. Ils évoquent les anciens érudits, les voyageurs et les jours paisibles où l'apprentissage était le cœur de la ville. Malgré les changements du temps, l'âme de Tombouctou demeure. Elle prouve que même au milieu du désert, une ville de livres et d'idées peut rayonner. Sa lumière peut vaciller, mais elle ne s'est jamais éteinte. Mansa Moussa avait planté une graine et elle a poussé. Même après son départ, la ville est restée forte. D'autres dirigeants ont continué à soutenir les écoles. Les bibliothèques sont restées pleines. Les élèves ont continué à apprendre. La ville a connu des temps difficiles par la suite, mais son histoire n'a jamais disparu. Aujourd'hui, quand on entend le nom de Tombouctou, on pense encore aux livres, à la sagesse et à la paix. On se souvient qu'il y a bien longtemps, au cœur de l'Afrique, existait un lieu où la lumière du savoir ne s'éteignait jamais. Cette lumière brille encore dans les histoires, dans les livres anciens et dans le cœur des personnes qui aiment apprendre. Et cette lumière est née d'un rêve, celui d'un roi qui croyait que l'or était une bonne chose, mais que la connaissance était encore meilleure. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes à travers le monde rêvent de visiter Tombouctou. Bien que la ville soit plus calme aujourd'hui, son héritage demeure vivant. Historiens, écrivains et étudiants parlent encore des anciens manuscrits conservés dans des salles secrètes, à l'abri du vent et du temps. Ces textes anciens recèlent des enseignements sur la médecine, l'astronomie, le droit et la culture. Ils témoignent de l'importance que le peuple malien accordait au savoir et à la sagesse. Dans certains foyers et bibliothèques, les familles protègent encore ces livres comme des trésors. Elles les conservent enveloppés dans du tissu, à l'abri de la poussière et du soleil. Certains de ces livres sont à nouveau étudiés, offrant au monde une seconde chance d'apprendre du passé. On comprend désormais que Tombouctou n'était pas seulement un lieu lointain, c'était autrefois un centre de pensée et d'enseignement, où l'esprit pouvait s'épanouir librement. Les guides locaux partagent ces histoires avec fierté. Ils évoquent les anciens érudits, les voyageurs et les jours paisibles où l'apprentissage était le cœur de la ville. Malgré les changements du temps, l'âme de Tombouctou demeure.
Elle prouve que même au milieu du désert, une ville de livres et d'idées peut rayonner. Sa lumière peut vaciller, mais elle ne s'est jamais éteinte. Route, puits et forgeron de mots. L'empire du Mali s'agrandissait. Plus de villes, plus d'habitants et plus de terres formaient désormais une seule et même grande famille. Mais comment un territoire aussi vaste pouvait-il rester uni? Soundiata comprenait bien ce problème. Il savait qu'un empire ne se résume pas à des terres et de l'or. Il a besoin de routes pour voyager, de puits pour l'eau et de maîtres des mots pour la mémoire. Ces trois éléments contribuaient à la force du Mali. Ils rassemblaient les peuples et les aidaient à vivre en paix. Les routes du Mali étaient très importantes. Elles n'étaient pas en pierre, mais elles étaient lisses et larges. Elles reliaient villages, villes et marchés. On pouvait y marcher ou y aller à cheval sans problème. Les commerçants transportaient du sel, de l'or et des tissus. Les agriculteurs apportaient de la nourriture. Les messagers apportaient des nouvelles. Les soldats se déplaçaient rapidement en cas de besoin. Ces routes maintenaient l'Empire en vie. Si quelqu'un était malade ou en difficulté, les secours pouvaient arriver rapidement. En cas de danger, le message parvenait au roi. Le long des routes, Soundiata ordonna la construction d'aires de repos. Il s'agissait de petits abris où les voyageurs pouvaient dormir et se restaurer. Certains disposaient d'abris pour les chevaux, d'autres de nourriture simple et d'eau potable. Ces haltes rendaient les voyages plus sûrs. On pouvait aller loin sans crainte. Même les étrangers étaient les bienvenus, à condition de respecter les règles. Les routes ne transportaient pas que des marchandises, elles transportaient des idées et des amitiés. L'eau était tout aussi importante que les routes. Dans de nombreuses régions du Mali, le soleil était brûlant et la terre sèche. Soundiata voulait s'assurer que personne n'ait soif. Il ordonna donc aux constructeurs de creuser. Puis, ces puits creusaient profondément dans le sol pour amener de l'eau propre. Ils étaient installés dans les villages, près des fermes et le long des routes. Les habitants pouvaient boire, cuisiner et se laver. Les animaux aussi pouvaient boire. Les puits favorisaient la croissance des cultures et prévenaient les maladies. Un village doté d'un puits était un village fort. Le roi envoya également des aides pour vérifier les puits. Si l'un d'eux se brisait, il fallait le réparer rapidement. Aucun puits n'était oublié. Même les petits villages étaient entretenus. Cela réjouissait le peuple. Il voyait que l'Empire ne se souciait pas seulement des grandes villes. Il se souciait de tous. Les puits n'étaient pas seulement des trous dans le sol, ils étaient des signes d'amour. Mais les routes et les puits ne suffisent pas à maintenir un royaume uni. Le peuple avait besoin de se souvenir de qui il était. Il avait besoin d'histoire, de récits et de vérité. C'est là que forgerons de mots sont entrés. Ces forgerons de mots étaient appelés sgriots, ils n'étaient pas seulement des conteurs. Ils étaient les gardiens de la mémoire. Ils connaissaient le passé, les lois et les noms des rois. Ils pouvaient vous dire d'où venait votre famille. Ils pouvaient partager la sagesse des temps anciens. Les griots apprenaient de leurs parents et de leurs maîtres. Ils n'écrivaient pas leurs mots. Ils les parlaient. Ils utilisaient la voix, le tambour et le chant. Ils allaient de ville en ville, racontant les histoires du Mali. Ils parlaient de Soundiata, des batailles, de la paix et du peuple. Ils rendaient les gens fiers. Les enfants s'asseyaient et écoutaient. Les anciens hochaient la tête. Les griots étaient respectés comme les maîtres et les prêtres. Ils maintenaient l'âme de l'Empire vivante. Les griots aidaient aussi à résoudre les problèmes. Si deux familles se disputaient, un griot pouvait parler. Ils utilisaient les mots comme des outils. Ils calmaient la colère. Ils rappelaient aux gens leur passé et leurs devoirs. Bien souvent, leurs voix ont mis fin à la guerre. Ils ont apporté la paix sans épée. Ils étaient la voix de la raison dans un monde bruyant. Ainsi, avec des routes pour relier les gens, des puits pour donner la vie et des écrivains pour partager la sagesse, le Mali est devenu bien plus que de simples terres et de l'or.
s'est développé par l'attention, le travail et la mémoire. Dans chaque village, on trouvait une route, un puits et un griot. Ces trois choses étaient simples, mais puissantes. Elles donnaient à l'Empire son cœur, et ce cœur continuait de battre, année après année, à travers le vaste territoire du Mali. Le travail de construction ne s'arrêta pas. À mesure que de nouveaux villages rejoignaient l'Empire, de nouvelles routes furent construites et de nouveaux puits creusés. Soundiata croyait que chaque partie du territoire devait se sentir intégrée. Personne n'était trop loin. Aucun village n'était trop petit. Ces ouvriers parcouraient de grandes distances pour atteindre des endroits tranquilles. Là, ils écoutaient les gens et demandaient ce dont ils avaient besoin. L'Empire ne s'étendait pas seulement en taille, il grandissait en unité. Les voyageurs se sentaient en sécurité car les routes étaient surveillées par des gardes de confiance. Ces gardes aidaient les étrangers égarés et protégeaient les marchands du danger. Ils ne prenaient rien au peuple. Ils servaient avec honneur. Grâce à eux, les marchés restaient animés. Les marchandises arrivaient à temps. Les familles recevaient des nouvelles de leurs proches. La joie et la sécurité emplissaient le pays, et la confiance dans les dirigeants se renforçait. Les puits, eux aussi, apportaient bien plus que de l'eau. Les gens se rassemblaient près d'eux matin et soir. Ils discutaient, partageaient la nourriture et se donnaient des nouvelles. Les enfants jouaient à proximité pendant que leurs parents remplissaient les jarres. Ils étaient au cœur de la vie quotidienne, transformant les étrangers en voisins. Et partout où le peuple se rassemblait, les griots suivaient. Avec des paroles réfléchies, ils donnaient un sens aux jours ordinaires. Leurs chants enseignaient aux jeunes le courage et la bonté. Leurs récits aidaient les aînés à se souvenir du passé. Les griots rappelaient à tous qu'ils appartenaient à une grande famille. Ils gardaient le souvenir du Mali vivant, même dans les moments difficiles. La force de l'Empire ne résidait pas seulement dans sa taille ou sa richesse. Elle résidait dans des choses simples. Des sentiers poussiéreux accueillant les pas, de l'eau fraîche puisée à la main et des voix qui transmettaient la sagesse de génération en génération. Ces choses maintenaient le Mali uni, tels les fils d'une belle étoffe. Et tant que ces fils subsisteraient, l'esprit du Mali ne s'effacerait jamais. Un prince est né, la légende de Soundiata. Dans le petit royaume de Kanga-Gabar, un enfant naquit. Il s'appelait Soundiata VII, enfant allait changer l'histoire. Mais à sa naissance, personne ne savait ce qu'il deviendrait. Les gens le regardaient et ne voyaient que faiblesse. Il ne pouvait pas marcher. Ses jambes ne fonctionnaient pas comme celles des autres enfants. Beaucoup pensaient qu'il ne serait jamais fort. Certains se moquaient même de lui. Mais sa mère ne perdait pas espoir. Elle croyait que son fils avait un destin particulier. La mère de Soundiata n'était pas de Kanga-Gabar. Elle venait de loin. Certains disaient qu'elle avait la magie dans le sang. D'autres, qu'elle avait été choisie par les esprits. Le roi, père de Soundiata, avait eu de nombreuses épouses, mais c'est elle qu'il aimait le plus. Il rêva que son fils dirigerait un jour le peuple. Il croyait que ce garçon, bien que faible physiquement, serait fort de cœur. Avant de mourir, le roi demanda à son peuple de prendre soin de Soundiata. Après la mort du roi, un nouveau souverain monta sur le trône. Il n'aimait pas Soundiata, il craignait le rêve du vieux roi. Il voulait que sa propre famille règne pour toujours. Soundiata et sa mère furent maltraités. Ils furent mis à l'écart. La vie fut dure pour eux. Mais le jeune prince ne se plaignit pas. Il écouta, il apprit, il observa le monde avec un regard serein. À mesure que Soundiata grandissait, sa force grandissait. Lentement, son corps changea. Un jour, il se leva, puis il marcha, puis il courut. Le peuple fut stupéfait. Il n'avait jamais vu un tel changement. Le garçon dont il se moquait autrefois était maintenant grand et fort. Il parlait avec sagesse. Il faisait preuve de bonté. Il aidait les pauvres.
Le peuple commença à y croire. Peut-être le vieux roi avait-il raison. Peut-être que ce garçon était vraiment spécial. Mais le danger était proche. Le roi Soso, Sumanguru, s'élevait. Il était cruel et plein d'orgueil. Il s'emparait des terres des autres. Il brûlait des villages. Il exigeait un lourd tribut. Les gens le craignaient. Un jour, il envoya des soldats à Kangagabar. Le royaume ne pouvait pas riposter. Il était petit et ne disposait pas d'une armée puissante. La famille royale dut partir. Sunjata et sa mère partirent en exil. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, en quête de sécurité. Ce fut une période difficile pour Sunjata. Il était loin de chez lui, son peuple était dispersé. Mais il ne baissa pas les bras. Partout où il se rendait, il se faisait des amis. Il écoutait leurs problèmes, il leur offrait son aide. Il découvrait différents pays, peuples et dirigeants. Petit à petit, il commença à construire quelque chose. Il n'était plus seulement un prince. Il devenait le chef d'une multitude. Il a rassemblé de vieux ennemis. Il a parlé aux rois et aux chefs. Il a établi la paix là où régnait la colère. Il a promis un nouveau genre de gouvernement. Un gouvernement basé sur le respect, sans peur. Un gouvernement basé sur la justice, sans souffrance. Les gens ont commencé à le suivre. Ils ont vu son cœur. Ils ont vu sa force. Ils l'ont appelé le roi lion. La légende de Sunjata s'est répandue. Les griots ont chanté son histoire. Ils disaient qu'il avait été envoyé par les esprits. Ils disaient qu'il était né pour apporter la lumière au temps sombre. Son histoire a été racontée de village en village, de rivière en désert. Avant même qu'il ait une armée, son nom était porteur d'espoir. Sunjata n'est pas né avec le pouvoir. Il est né avec un défi, mais il a transformé ce défi en force. Il a montré que la vraie puissance naît de la patience, de la sagesse et de l'amour du peuple. Il a attendu le bon moment. Il n'a pas lutté avec précipitation. Il n'a pas combattu pour la gloire. Il a combattu pour la paix. Un prince naquit dans l'ombre. Il marcha lentement au début. Mais pas à pas, il s'avança vers la grandeur. Son voyage fut long, sa route fut difficile, mais dans son cœur brûlait le feu d'un leader, le feu d'un roi. Bientôt ce feu éclairerait le chemin de toute l'Afrique de l'Ouest. La légende de Sunjata venait de naître, la bataille de Kirina. Un empire est né, le temps de la paix était révolu. Sunjata avait noué des amitiés, formé des alliances et imaginé un pays meilleur. Mais Sumanguru, le roi des Soso, régnait toujours dans la peur. Les habitants de toute la région étaient là de son pouvoir. Ils étaient prêts à suivre Sunjata. Le moment était venu. Le peuple était prêt à se battre pour la liberté. La bataille qui allait changer l'histoire était proche. Elle se déroulerait dans un lieu appelé Kirina. Sunjata rassembla son armée. Il ne s'agissait pas d'un seul groupe. C'était un mélange de nombreuses tribus et de nombreux peuples. Ils venaient des forêts, des rivières et des montagnes. Certains apportaient des chevaux, d'autres des arcs, d'autres encore des lances. Chacun avait une raison d'être là. Ils ne se battaient pas seulement pour des terres, ils se battaient pour un nouveau mode de vie. Sunjata ne promettait pas la richesse. Il promettait le respect, la paix et un avenir pour tous. L'armée de Sumanguru était nombreuse et redoutée. Ses soldats portaient des armures solides. Leurs armes étaient en fer fin. On disait que Sumanguru possédait des pouvoirs magiques. On croyait que son corps était invulnérable. Il avait régné sur de nombreux pays. Son nom inspirait la peur. Mais Sunjata n'avait pas peur. Il avait trop appris en exil. Il savait que le pouvoir de Sumanguru reposait sur la peur et non sur l'amour. Et la peur, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, s'affaiblit. Avant la bataille, Sunjata s'adressa à son peuple. Il leur enjoignit de se battre avec honneur. Il leur rappela que cette bataille était pour leurs enfants, leurs familles et leurs foyers. Il leur demanda de se souvenir des jours de paix passés. Il déclara qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de haine, mais d'un combat pour la liberté. Ces paroles redonnèrent espoir à l'armée. Ils se tinrent debout et forts. Le soleil se leva sur Kirina. La terre était sèche et calme. Les oiseaux volaient au-dessus des arbres.
Puis les tambours commencèrent à battre, les corps retentirent, les soldats avancèrent, la poussière s'éleva dans l'air. Deux grandes armées se tenaient face à face. La bataille avait commencé. L'armée de Sumanguru attaqua la première. Ses guerriers arrivèrent rapidement, à cheval, poussant des cris perçants. Mais l'armée de Sunjata était prête. Ils avaient bien planifié leur attaque. Ils connaissaient le terrain. Ils utilisèrent les rivières, les collines et les arbres à leur avantage. Les archers se cachèrent et attendirent. Les lances fusèrent dans les airs. La bataille fut bruyante, dure et longue. Le sol trembla sous les pieds de tant de combattants. Sunjata a traversé la bataille comme un véritable chef. Il donnait des ordres, il secourait les blessés, il combattait aux côtés de son peuple, il faisait preuve de courage et de bienveillance. Cela rendait ses soldats forts. Ils croyaient en lui. Ils voyaient qu'il n'était pas seulement un chef, mais l'un des leurs. À mesure que la journée avançait, l'armée de Soso commençait à reculer. Ses forces déclinaient. Sumanguru tenta d'utiliser la peur, mais en vain. Les soldats de Sunjata étaient unis. Ils se faisaient confiance. Ils combattaient pour quelque chose de plus grand qu'un seul homme. Ils combattaient pour tous. Puis, le moment final arriva. Sumanguru avait disparu. Certains disaient qu'il avait fui, d'autres qu'il avait été vaincu au combat. Personne ne l'avait revu. Sa magie ne pouvait le sauver. Sans leur roi, l'armée Soso se désintégra. Ils abandonnèrent leurs armes et s'enfuirent. La bataille était terminée. Sunjata avait gagné. Le pays était à nouveau silencieux, mais c'était un silence nouveau. C'était le silence avant un nouveau départ. Les gens sortaient de leurs cachettes. Ils serraient leur famille dans leurs bras. Ils chantaient des chansons. Ils racontaient les histoires de la grande bataille. La victoire de Kirina était plus qu'un simple combat gagné. C'était la naissance d'un empire. Sunjata ne s'est pas vengé. Il a aidé à reconstruire des villages. Il a accueilli de nouveaux arrivants. Il a tenu sa promesse. Il a gouverné avec équité. Le royaume mandingue est devenu le Mali Empire. Ce conflit allait devenir l'un des plus grands de l'histoire de l'Afrique. Tout a commencé à Kirina, où une bataille a mis fin à la peur et fait naître l'espoir.